Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit. Encore une fois, aujourd'hui, un podcast très intéressant puisque aujourd'hui j'ai un invité de qualité, j'ai un médecin de sport, docteur Renaud Guillou, qui est spécialiste du grand pectoral et notamment des déchirures au grand pectoral. Donc aujourd'hui, on va passer une petite heure avec docteur Guillou pour parler de cette problématique, le grand pectoral, vous expliquer un peu. Donc, on va dérouler un petit plan très simple. On va commencer par l'anatomie, de quoi vraiment on parle. Puis, on va parler un peu des causes de cette blessure au grand pectoral. Quels sont les différents stades de cette blessure? Comment faire l'examen clinique? Est-ce qu'il y a besoin de faire un examen supplémentaire en imagerie médicale ou pas? Comment faire pour le traitement de cette déchirure? Est-ce qu'il faut toujours avoir accès à la chirurgie? Ou est-ce qu'il y a des cas de figure où on n'a pas besoin de chirurgie? Bref, donc on va essayer de profiter de la présence de Dr Renaud Guillou avec nous aujourd'hui pour lever tous les secrets concernant cette déchirure du grand pectoral, qui est une blessure qui n'est pas très connue et qui commence à être de plus en plus présente aujourd'hui grâce à, ou à cause du développement des activités comme le CrossFit ou le street lifting ou le powerlifting qui est aujourd'hui à la mode. Donc, bonjour Renaud, Bonjour Alex, merci pour merci, l'invitation, merci à toi et du temps que tu vas nous consacrer aujourd'hui. avec plaisir. On va commencer, alors j'ai déjà introduit rapidement docteur Guillou, mais j'aimerais quand même t'écouter parler un peu de ton parcours en tant que médecin de sport et précisément de ton intérêt vis-à-vis de cette déchirure, de cette blessure au grand pectoral. Donc, pourquoi tu t'es particulièrement intéressé à ce sujet-là? Donc moi je suis médecin du sport exclusif, hein, je fais que ça depuis une quinzaine d'années. Alors j'ai commencé mon parcours chez les pompiers de Paris, et les pompiers de Paris qui ont une grosse culture de la musculation et du haut du corps notamment. Et donc, en fait, dans l'historique, j'ai rencontré un patient avec une lésion que je comprenais pas très bien au niveau du grand pec. Alors, au début, je l'ai raté, puis après, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Il a fini par se faire opérer. Et après, à partir de là, à partir de cette première lésion rencontrée, comme souvent, j'ai essayé de creuser un petit peu pour comprendre un petit peu pourquoi il avait été raté, pas que par moi initialement, et pourquoi, voilà, essayer de comprendre un peu cette pathologie. Et donc, moi, historiquement, voilà, je me suis intéressé au grand pectoral suite à un patient rencontré au hasard de mon exercice professionnel. C'était en 2011, je crois. Donc, c'est le premier patient que j'ai rencontré là-dedans. Et donc, à la suite, je me suis posé la question comment ça se faisait que cette pathologie qui était assez évidente cliniquement, parce que voilà, on a l'impression, les gens décrivent une espèce de. Les gens viennent voir le médecin en disant regardez, j'ai un truc, et souvent les médecins leur disent non, t'as rien, ou c'est rien, t'inquiète, c'est musculaire. Et comment une pathologie si évidente cliniquement peut être aussi mal connue et pas bien connue des médecins, et parallèlement avec une connaissance un peu empirique de la part des gens qui sont dans la musculation, des professionnels qui connaissent cette pathologie parfois mieux que le médecin et se musclent parfois mieux que le médecin. Donc à partir de là, c'est vrai que voilà, on a essayé de travailler dessus. Moi, bon, je suis plus sur les pompiers, je suis plus chez les pompiers actuellement. Je travaille en libéral en médecine du sport, mais voilà, on a essayé de développer, de progresser sur ce sujet, de travailler sur ce sujet pour arriver actuellement essayer de voilà de se spécialiser un peu dans le domaine pour offrir aux patients voilà une possibilité, un diagnostic précis et une possibilité thérapeutique optimale dans la mesure de ce qu'on sait faire pour l'instant et de ce qu'on peut faire. Et Renaud, tu pratiques à Paris, c'est ça? Moi, je pratique à Paris, voilà, en région parisienne. Moi, je travaille dans le 18e et à Neuilly-sur-Seine. À côté. Quel est le nom de la clinique pour que les gens C'est la puissent... clinique Ambroise Paré, c'est à Neuilly. Donc, il y a un site internet, vous tapez Centre du Grand Pectoral et vous voyez, vous avez beaucoup d'informations et une possibilité de prendre rendez-vous directement avec nous si vous avez besoin. Donc, voilà, Centre du Grand Pectoral, clinique Ambroise Paré. Voilà. J'afficherai le lien internet sur l'écran. Donc c'est grand pectoral avec un trait d'union entre les deux, entre grand et pectoral, le trait du 6. Grand-du-6 pectoral.fr. C'est bien ça le Tout nom à du fait. site. Tout à Ok. fait. Donc, alors, on va parler du grand pectoral, certes, mais pour un public qui n'a pas un background en anatomie. De quoi parle-t-on exactement? Il est où ce grand pectoral? Quelle est sa fonction? De quoi s'agit-il anatomiquement parlant?
Alors, le grand pectoral, c'est un muscle de la paroi thoracique qui parle du thorax et de la partie, voilà, la partie antérieure du thorax au niveau du sternum et qui va jusqu'à la partie antérieure de l'humérus. Donc, c'est un muscle qui est très volumineux et qui a un rôle. Alors, pour être très clair, c'est pas un muscle indispensable au niveau de l'épaule. C'est-à-dire que les muscles indispensables au niveau de l'épaule, c'est surtout les muscles de la coiffe, c'est la charnière de l'épaule, les muscles de la coiffe, sous-épineux, ceux qu'on éperce systématiquement. Ça, c'est des muscles indispensables parce que si vous les avez plus, ces muscles, voilà, votre épaule ne fonctionne pas bien. Le grand pectoral, c'est un muscle qui est à la fois très important et accessoire. Accessoire parce qu'on peut vivre sans grand pectoral, hein, ça faut le dire, même si on a une rupture, on n'est pas obligé, on va pas. L'épaule fonctionne correctement. Par contre, important dans des exercices, dans des disciplines de force. Donc, c'est un muscle qui est d'abord, il est adducteur d'épaule, c'est-à-dire qu'il ramène l'épaule. C'est essentiellement un muscle adducteur, un petit peu rotateur interne, et il pousse un peu l'épaule vers l'avant. Mais c'est surtout un muscle adducteur, donc qui est très important dans tous les exercices de musculation, développé couché, beaucoup d'exercices du haut du corps, beaucoup d'exercices qu'on voit notamment au niveau de dips, de street workout qui sont très à la mode actuellement, et pour ramener le bras donc dans tous les sports de lutte, de combat, le rugby, le judo, où on a vraiment besoin de ce grand pectoral pour avoir de la force en adduction pour ramener le bras. Donc c'est un muscle qui est quand même à la fois accessoire, mais très important quand on a une demande fonctionnelle importante. Donc voilà, pour les gens peu sportifs ou pas sportifs, il n'a pas une grande importance. Pour les gens qui ont une demande fonctionnelle importante, notamment du haut du corps, il est quand même très important. Donc sur le plan anatomique, c'est un gros muscle qui part du sternum et qui va jusqu'à l'humérus. Alors on parle souvent, on voit beaucoup de descriptions anatomiques différentes. On parle de chef sternal, de chef claviculaire, et, avec différentes versions. Moi, j'ai pas mal regardé de choses sur Internet. Tout le monde parle d'une anatomie différente. Alors, la science, c'est normal qu'on parle de choses différentes parce que la science, ça fait depuis 200 ans, même plus, que les gens étudient l'anatomie. Il y a eu beaucoup de descriptions anatomiques, même au 18e, 19e siècle. Les scientifiques à l'époque, c'était eux les meilleurs parce qu'ils avaient une connaissance anatomique incroyable, alors que maintenant on regarde des schémas, on regarde des vidéos, alors qu'à l'époque, ils dessinaient tout. Et voilà. Donc tout a été étudié plusieurs fois. Et tout a été étudié, mais pourtant, en fait, en pratique, cette anatomie, elle est encore discutée, nettement discutée par dans beaucoup de publications scientifiques. Tout le monde décrit des choses différentes. Donc du coup, on se retrouve avec une portion claviculaire, une portion sternale et une portion abdominale. Donc, nous, quand on s'est trouvé face à cette problématique de pathologie, au début, qu'on ne comprenait pas très bien cette pathologie, comme souvent en médecine, il faut partir de l'anatomie, comprendre l'anatomie pour comprendre la pathologie derrière. Donc, on a regardé l'anatomie et on n'était pas vraiment convaincu. C'est-à-dire que l'anatomie décrite n'expliquait pas vraiment les lésions qu'on rencontrait. Donc, les lésions du grand pectoral que vous en avez au niveau du tendon distal, hein, on parle de lésions distales au niveau du tendon, vous avez très souvent une persistance de la portion claviculaire. Très souvent, je dirais 80-90% des cas. Ce qui est un peu surprenant parce qu'en fait, la portion claviculaire descend plus bas, va quasiment, ici on le voit sur des schémas, et du coup, on s'est posé des questions là-dessus, il dit comment ça fait que cette portion claviculaire subsiste. Donc c'est pour ça, c'est à partir de là où on a beaucoup regardé l'anatomie, on n'a pas été satisfait parce qu'on a retrouvé, parce que ça n'expliquait pas l'histoire. Moi, je fais beaucoup d'échographie ostéo-articulaire, donc j'ai l'habitude de regarder ce muscle très souvent, et parallèlement, en regardant, on s'est dit, non, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a fait 2 études anatomiques, une première en 2016 et une deuxième en 2022. Alors une petite en 2016, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et on a fait une vraie étude anatomique en 2022 avec une interne en chirurgie, qui est maintenant chirurgienne orthopédique, qui a les études anatomiques. C'est que vous allez dans un labo de dissection avec les autorisations et vous étudiez, vous avez un projet on est allé regarder l'insertion distale du grand pectoral au niveau de l'épaule et pour mettre à l'épreuve notre théorie notre théorie initiale, c'est de dire le faisceau claviculaire, il nous paraît quand même assez indépendant du reste du grand pectoral. Voilà, donc ce qu'on Ok, a. alors, Voilà. 2 secondes. 2 secondes, ça fait beaucoup d'informations très intéressantes, mais on va juste y aller un peu plus doucement pour que les gens puissent nous suivre, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude des termes anatomiques. Donc, le grand pectoral, c'est un muscle qui est devant, donc au niveau du buste, au niveau du pectoral, et je pense que je mettrai une image pour que les gens puissent
comprendre exactement de quoi on parle. Et puis bon, dans tous les cas, le public qui est concerné par cette vidéo, comme tu l'as très bien dit, c'est plutôt des gens qui pratiquent la musculation, qui sont sportifs, qui font du développé couché, qui font des dips, donc ils savent où se situe ce muscle-là. Donc tu nous avais dit que c'était pas un muscle indispensable pour la fonction anatomique de l'épaule, mais dans le cas de figure de cette vidéo et le public visé par cette vidéo-là, c'est un muscle qui est bien sûr indispensable à la performance et à la pratique sportive. On est bien d'accord là-dessus, hein, bien sûr. Tout à fait. Concernant l'anatomie, donc j'aimerais bien juste éclairer les différentes zones du muscle. Donc on a le corps musculaire et on a le tendon. Et entre les deux, on a cette jonction myotendineuse. N'est-ce pas? Juste pour que les gens puissent savoir ensuite de quoi on va Tout à parler. fait. Ouais. D'ailleurs, je vais vous présenter, je vais vous faire montrer un petit schéma, faire partager. Voilà. Donc, vous avez, hop là, Là, je vois l'introduction, très bien, la diapo d'accueil. très bien. Donc, la première diapositive, OK. Donc là, on est dessus. ok, très bien. Hop là. Donc là, Donc, on voit bien les trois faisceaux. Donc on a parlé d'un faisceau claviculaire, d'un faisceau sternal et d'un faisceau abdominal. Donc là, on les voit bien sur le schéma A. donc, tout à fait. En fait, vous avez votre grand pectoral qui est ici. Là, on est sur le sternum ici. Là, on est sur cet os. Ça, c'est l'humérus. Mhm. Donc, vous avez en fait les trois faisceaux. Ici, en haut, vous avez le faisceau claviculaire. Là, vous avez la portion sternale supérieure. Et là, vous avez la portion sternale inférieure et abdominale. Mhm. Grosso modo, trois parties. Donc, le grand pectoral, c'est tout ça. C'est tout ça. Et ça va jusque-là. Donc, le tendon du grand pectoral, l'insertion distale du grand pectoral, ce qu'on décrit, nous, dans ce travail, un peu la différence, c'est que le faisceau claviculaire, en fait, il ne participe pas le tendon. Donc, vous avez les trois, excusez-moi, je reviens. Vous avez la portion musculaire. En blanc, c'est le tendon avec ses deux lames. Ça, c'est bien décrit qu'il est en deux lames. Là, c'est le muscle. Là, c'est le muscle. Donc, vous avez le muscle, le tendon, l'os, le muscle, le tendon, l'os. Ici, ça, c'est la portion claviculaire que dans notre travail d'anatomie, on récline en fait, vous la décollez, vous la mettez, et on montre que cette portion claviculaire, en fait, elle participe au tendon du deltoïde. Le tendon du deltoïde, il descend un peu plus bas sur l'épaule, sur le bord latéral de l'épaule. Donc, ce qu'on D'accord. montre, c'est que ce faisceau claviculaire, en fait, est quasiment complètement indépendant du tendon, du grand pectoral, mais rejoint le deltoïde. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a montré dans notre travail D'accord. d'anatomie. Après, quand vous regardez ce qui a déjà été écrit, nous, on le décrit de façon nette et franche, et on retrouve ça chez tout le monde, cette espèce de faisceau claviculaire qui se pose sur le tendon, est collé en fait à lui, mais en fait ne participe pas à la constitution des fibres. Et derrière, il est vraiment attaché un petit peu plus bas, en oblique, et on le voit très bien sur des gens qui sont très secs, on a l'impression que le faisceau claviculaire descend plus bas, et il rejoint là, voilà, ça c'est le tendon du deltoïde qui va venir un petit peu plus bas, 3-4 cm plus bas au niveau du V deltoïdien. J'ai juste envie de préciser que ces informations-là, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et ton travail sur le grand pectoral, Renaud, il est quand même pionnier. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui ont déjà décrit ce que tu viens de nous décrire? En fait, si vous regardez tout ce qui a été écrit, il y a des fois des choses qui sont écrites parfois, qui sont sous-entendues, qui sont... le problème quand vous écrivez, quand vous faites une publication anatomique, c'est comme ça que marche la science, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les preuves de ce que vous dites, et des fois, vous avez des doutes ou vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs descriptions du faisceau du tendon avec parfois 3 lames au lieu de 2 lames. Parfois, mais nous, on a deux différences, c'est-à-dire dans le travail qu'on a fait. C'est-à-dire qu'avant de faire ce travail d'anatomie, on a une problématique de pathologie qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on se retrouve tout le temps, ou quasiment tout le temps, avec un faisceau claviculaire intact. Ce n'est pas logique avec les classifications. Et deuxième chose, on a un travail d'échographie parallèlement, où l'échographie, je vous montrerai des images après, permet de voir le conjonctif, donc c'est-à-dire la continuité du tendon à l'intérieur du muscle. Contrairement à l'anatomie où vous ouvrez, vous avez le muscle de l'extérieur, l'échographie, vous voyez un petit peu le muscle, du moins le tendon qui se continue à l'intérieur du muscle. C'est un petit peu
comme une feuille, comme les nervures de la feuille que vous allez voir à l'intérieur de la feuille, alors que de l'extérieur, vous ne voyez pas la nervure. Donc ça, c'est deux éléments qui nous ont permis en fait, d'avoir une réflexion un petit peu différente par rapport aux travaux anatomiques. Quand vous allez faire une dissection anatomique, vous ne regardez pas tout, vous avez une espèce de théorie et vous allez regarder est-ce que ça colle. Et donc, quand vous voyez les lésions, vous voyez un type de lésion et il faut que ça soit expliqué par des lésions anatomiques. Donc, tout ça mis ensemble, c'est-à-dire qu'une réflexion un peu sur la pathologie, une réflexion sur l'anatomie et des images échographiques, effectivement, permettent d'avoir une vision assez différente de ce qui était décrit pour l'instant. Donc, oui, la façon dont on le décrit est très peu décrit, c'est un peu sous-entendu parfois, mais si vous voulez, ça fonctionne anatomiquement, ça fonctionne. Moi, j'ai fait beaucoup d'échographies normales, donc on a fait un protocole d'étude échographique qui est en cours de publication actuellement et où on regarde chez tout le monde, et c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Alors on va me dire, mais pourquoi on ne l'a pas dit avant? En fait, il y a deux choses. Il faut connaître l'anatomie, c'est bien, mais il faut aussi la comprendre sur une façon fonctionnelle. Comprendre l'anatomie, c'est indispensable. Et en fait, ce tendon, là, ce qu'on décrit, le petit denton du faisceau claviculaire, voilà, et permet de comprendre à la fois l'anatomie et la pathologie de façon beaucoup plus satisfaisante que tout ce qui avait été écrit avant. Tout à fait. Donc, la plupart du temps, dans les lésions du grand pectoral, ce tendon du faisceau claviculaire est épargné. Ce n'est pas lui qui est touché. Tout à fait. Donc, dans la majorité des cas, est-ce que vous êtes toujours, excusez-moi, tu es toujours sur mon Je suis toujours sur ton diapo, oui. PowerPoint? Parce que là, je suis un peu perdu. Voilà, je suis toujours. Excusez-moi, je reviens. Donc, effectivement, dans la majorité des cas, je dirais à peu près dans 80% des cas, des ruptures distales du tendon, il reste ce faisceau claviculaire. Donc là, je vais vous faire. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu les annotations. Donc, le faisceau claviculaire, les faisceaux sterno-abdominales, là, vous avez révéqué et vous avez le tendon deltopectoral et tout ça. Et effectivement, dans la majorité des cas, mais ce tendon est épargné. Très bien. Donc, ceci a été mis en avant par, si j'ai bien compris, deux études, une en 2016 et une autre en 2022. Donc, le but de ces études, c'était des études biomécaniques anatomiques, en fait, c'est ça, hein? En fait, c'est des études anatomiques, c'est-à-dire comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez dans un labo où vont les chirurgiens pour s'entraîner, hein, c'est des labos qui sont faits pour ça, et vous faites des études anatomiques, hein, de dissection anatomique, avec un protocole. Avant, vous dites, tiens, on va faire ça, 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 pour montrer ça. Donc, on avait fait une première étude, effectivement, en 2016, où en fait, on n'avait pas bien compris, on n'avait pas bien identifié ce petit tendon, parce qu'il est quand même petit, et on ne descendait pas assez bas, mais on avait vu que le faisceau claviculaire ne participait pas au tendon, donc il se collait dessus. Et donc, on a eu besoin d'une deuxième. Donc, elle n'était pas assez scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire pas assez puissante, on n'avait pas assez de données pour pouvoir faire un article voilà, satisfaisant. C'est pour ça qu'on est retourné en 2022 avec, donc, à l'époque, une interne de chirurgie qui est maintenant chirurgienne orthopédique, plus d'autres chirurgiens, où on a fait une vraie étude sur plus de 20 corps, où on a regardé systématiquement et on a vraiment décrit cette structure-là. Donc, effectivement, ces deux études, c'était un peu la même, mais la première on avait déjà, voilà, on se posait les bonnes questions, on avait cette impression-là, mais on n'avait pas vraiment la réponse. Et là, on l'a vraiment mis en évidence de façon satisfaisante, voilà, en 2022, dans cet article qui a été publié en 2024. D'accord, très bien. Donc, on sait que les faisceaux qui sont les plus touchés, ça va être plutôt le faisceau principalement sternal, donc supérieur ou inférieur, c'est ça? En fait, il faut raisonner deux tendons, c'est-à-dire que ce qui va être touché, c'est le tendon. Il faut dire que, grosso modo, plutôt que raisonner en faisceau sternal et faisceau claviculaire, je pense que ce qu'on appelle faisceau sternal, en fait, c'est le tendon du grand pectoral, tout court. Le tendon du grand pectoral, il est ici. Ça, c'est le tendon. Ici, ça, on l'a appelé tendon deltopectoral, entre le deltoïde et le pectoral. C'est un autre tendon. Donc, en fait, il faut raisonner sur une insertion du grand pectoral à deux tendons. Le tendon du grand pectoral, c'est celui qu'on appelait avant faisceau sternal, et le tendon deltopectoral. Donc, plutôt que dire faisceau, parce que je pense qu'on a un doute dessus, nous, on essaie après ça va mettre quelques années à passer, de dire une insertion distale à deux tendons.
le tendon du grand pectoral classique et le tendon deltopectoral. Le Et dans tendon la majorité des deltopectoral. cas, le tendon deltopectoral est intact et c'est une rupture complète du tendon du grand pectoral. De temps en temps, le tendon deltopectoral, sur les ruptures les plus distales, est rompu et reste accolé au Ok, tendon. Donc, on parlera. raisonner à deux tendons. Ouais, ok, parfait. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et moi, je suis en train de découvrir ça aujourd'hui avec toi, Renaud. Et c'est très intéressant, c'est fascinant. Donc on a deux tendons, le tendon deltopectoral, c'est ça, Tout à fait. C'est le petit c'est le petit. qui rejoint le faisceau claviculaire au deltoïde, mais qui, lui, n'est pas très important, en fait. Voilà, parce Voilà, que, en gros, le faisceau claviculaire, il faut le considérer quasiment comme une partie antérieure de deltoïde supplémentaire. comme un deltoïde antérieur, oui, d'accord. Exactement. Et le pectoral Le tendon de grand qui a pectoral. deux tendons, du coup. Non, Le, qui le a. tendon- Oui, le grand pectoral, il a un tendon avec deux oui, lames, voilà, c'est en ça. U. C'est En ça, U. c'est qu'il Il a, est en voilà. U, C'est pour cela, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que sur le dessin, on voit comme si c'était deux tendons, mais en plié, fait non, c'est un seul tendon, mais qui est plié en U, en U. et la pliure, elle est plutôt vers le bas. La pliure est vers le bas. En fait, normalement, il est continu en bas. Voilà, il est Le continu en bas, tendon est tout à fait. continu en bas, c'est comme un U, et il remonte un peu plus haut sur la lame postérieure. Ok. Effectivement. Et très bien. Donc avant de continuer et de décrire les différents types de blessures qu'on peut avoir au grand pectoral, j'aimerais juste parler un peu des causes. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que cette blessure, elle est de plus en plus présente à cause de la montée en puissance et du fait que les sports de force sont à la mode en ce moment, comme le CrossFit, le streetlifting ou le powerlifting? Alors, l'incidence, la fréquence, je ne sais pas, en fait, parce D'accord. qu'on a un biais dans le sens où c'est très difficile de savoir. Pendant quelques années, quand vous regardez les articles d'il y a 5, 10 ans, on disait c'est rare les ruptures de grand pectoral. Et moi, dans ma vie, j'ai dû en voir pas loin de 80, j'imagine. Mm, Voilà, je suis tout seul, donc c'est pas si rare, quoi. mm. Donc c'est rare, ça veut dire quand pendant longtemps, moi, quand j'ai commencé à lire dessus en 2011-2012, on disait qu'il y avait 500 cas dans le monde répertoriés, c'est-à-dire publiés. Mm, Hein, mm, publiés, c'est-à-dire que mm. les gens ont écrit sur 500 cas, ce qui était, voilà, on dit c'est C'est pas rare, voire beaucoup. exceptionnel. Oui, oui. En pratique, non, ça l'est pas. Ça l'est pas tant que ça. Et aussi, le problème, c'est que c'est pas bien diagnostiqué. On parle souvent de lésions partielles, de lésions incomplètes. Déjà, moi, je vois beaucoup de patients qui sont un petit peu en errance thérapeutique là-dessus, avec des diagnostics pas satisfaisants ou pas très précis. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis intéressé, hein, voilà, parce que j'ai commencé comme ça, en me plantant sur un sujet. Et donc, du coup, c'est difficile de dire si c'est plus fréquent. En tout cas, on en voit les mécanismes lésionnels, c'est d'abord le développé couché historiquement, hein, sur des mécanismes où on descend un peu on descend un peu les coudes trop bas, avec trop d'abduction, les coudes trop écartés, trop de charge. Et un petit peu de la fatigue. Après, il y a d'autres facteurs favorisants dans le développé couché, dans les sports de force, l'usage de certains produits de stéroïdes anabolisants où en fait on augmente les charges de façon un petit peu artificielle alors que les tendons n'ont pas le temps de s'habituer. Donc ça favorise les ruptures, ça c'est sûr. Donc le développé couché. Après, ce qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est effectivement CrossFit et tout ce qui est street workout avec des gens qui font beaucoup de dips. Alors, les dips lestés, attention aux dips parce que c'est quelque chose qui vient souvent en ce moment. On en a de plus en plus sur les dips, parce que c'est la mode, et avec des lésions qui sont un peu atypiques, un peu irrégulières, et j'ai l'impression plus difficiles pour nous à opérer. Pourquoi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles sont moins franches, elles sont plus dilacérées, je ne sais pas comment dire, parce que l'orientation est probablement différente que sur un développé couché. Donc nous, la chirurgie, si on les opère, on aime bien les lésions franches. Quand c'est un peu moins franc, ou un peu plus haut dans le muscle, c'est un peu plus compliqué. Donc on en voit pas mal dans ce type de sport. Alors autant le développé couché, il y a une culture, je pense, du grand pectoral, on fait attention. Autant le dips, dans ces sports-là, je pense qu'on fait les gens, il y a un manque d'éducation, un manque de prévention, des problématiques techniques aussi, j'imagine, où on descend trop bas sur le dips. Ça, je ne suis pas un connaisseur, mais voilà, je pense que c'est une discipline jeune, donc forcément on fait les conneries quand on est jeune. Alors que dans le développé, dans la musculation, la force athlétique, il y a quand même une connaissance qui s'est acquise au bout des années où on sait qu'il faut faire attention. Mm. Donc les dips, ça vient, le fitness, le crossfit aussi. Puis après, on a des sports de combat, notamment judo, jiu-jitsu. Quand on se fait attraper le bras, on se fait un peu arracher le bras. Attention,
par exemple, voilà, le grand pectoral, on se le fait avec une épaule en rotation interne. La rotation interne, c'est comme ça. Je mets le bras comme ça. Mhm. La rotation externe, c'est comme ça. Donc le grand pectoral, c'est comme ça. Et parce que si vous faites de la rotation externe, vous allez vous luxer l'épaule. Si vous êtes en rotation interne, vous allez vous faire le grand pectoral. Donc on le voit notamment au rugby, les gens qui arrêtent sur des plaquages comme ça, au handball et dans les sports de combat. Donc on en voit quand même voilà, régulièrement de ces lésions. Après, probablement il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'intensité, de plus en plus de gens qui font de la musculation et, voilà, et une exigence qui est de plus en plus forte. Donc oui, probablement il y en a beaucoup plus. Après, c'est difficile de donner une fréquence. Très intéressant. J'aimerais juste approfondir un peu plus sur les aspects techniques du développé couché et peut-être un peu morphologique. Et là, j'ai envie vraiment d'avoir ton avis d'expert. J'ai une question que je suis en train de me poser. Donc, le grand pectoral, bien sûr, la déchirure se manifeste au niveau de la phase excentrique de la contraction musculaire. Donc, c'est-à-dire que quand la charge est en train de descendre, je suis en bas de mon développé couché, je suis en bas de mes dips, j'ai mon épaule qui est en extension, en abduction, j'ai mon grand pectoral qui est étiré et c'est à ce moment-là que la déchirure survient. Ce n'est jamais en position de contraction concentrique. Enfin, c'est pas en haut du mouvement. Tout à fait. De toute façon, effectivement, on est vraiment en bas, en toute fin de l'excentrique. Et au début, des fois, j'ai l'impression, on parle de fin d'excentrique, j'ai presque l'impression que c'est fin d'excentrique, début de concentrique. Probablement, il y a une espèce de mouvement, ce mouvement d'aller. Voilà. C'est à ce moment-là, effectivement, hein, et c'est ce type de mécanisme lésionnel où il y a la grande majorité de toutes les ruptures tendineuses, que ça soit ailleurs, au tendon d'Achille et tout ça, c'est toujours sur un mécanisme excentrique maximum, en toute fin d'excentrique. Donc, effectivement, quand la barre est en bas, juste au niveau. D'où l'intérêt de contrôler cette descente, de ne pas aller trop loin, de ne pas trop écarter. Donc, effectivement, il y a l'abduction et l'extension. Bien sûr. On peut contrôler. Et donc d'un point de vue technique, pour ceux qui pratiquent le développé couché, plus on écarte les coudes, donc plus l'abduction est importante, plus l'étirement du grand pectoral est important, plus l'extension de l'épaule est importante, donc plus bas je descends et plus l'étirement est important. Donc si je suis en train de faire des développés couchés en prise serrée, j'ai peut-être moins de risque de me blesser qu'en prise écartée. Je pense. Et là, ma question est, concernant la morphologie, on a l'habitude en salle de sport, en tout cas ceux qui poussent lourd au développé couché, ceux qui sont forts, les forces athlétistes qui battent des records du monde et qui sont dans des catégories de poids plutôt lourdes, ont une morphologie qui est plutôt typique, c'est-à-dire une cage thoracique très épaisse, des humérus qui sont plutôt courts, des avant-bras courts, ce qui leur permet de diminuer l'amplitude du mouvement. Donc quand ils descendent, ils ne sont pas obligés de descendre très bas pour que la barre touche les pecs. Alors que quelqu'un qui a une cage thoracique plus fine, des avant-bras plus longs, pour que la barre touche les pecs, il faut qu'il descende beaucoup plus bas. Donc c'est-à-dire que l'extension de son épaule est beaucoup plus importante. Ma question est, est-ce que d'un point de vue statistique, les patients que tu as souvent eus, est-ce qu'on peut les ranger dans une de ces deux catégories? Est-ce qu'on peut dire que la majorité des clients ou des patients dans ce cas de figure sont des gens plutôt fins, avec un squelette fin, avec une cage thoracique plutôt peu épaisse et des longs membres? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Une cage thoracique épaisse, des gros pecs, des petits membres, donc extension moins importante, mais par contre, poids beaucoup, beaucoup plus lourd. Parce que j'ai des avantages biomécaniques et je peux pousser beaucoup plus lourd. Et je sais pas. Et je me suis jamais posé cette question. Moi, je suis pas un pratiquant de la musculation, hein, ça se voit. Ouais. Et je suis toujours à la recherche de discussions avec des gens qui connaissent bien la musculation parce que il y a plein d'informations que je n'ai pas et justement, typiquement, ce que tu viens de me dire là, ça m'intéresse. Donc statistiquement, tu en marques pas un morphotype particulier qui est touché par cette blessure. En fait, pour l'instant, je me suis pas posé cette question-là. Après, elle est intéressante cette question. Je peux pas y répondre. Après, on n'a pas que des ruptures chez les gens de haut niveau en fait. C'est-à-dire qu'on en voit même chez des gens qui font très très du sport occasionnel, surtout dans des contextes de reprise. Les sports à risque, comme toujours, les gars à risque, toujours, c'est des gens qui ont été forts à une époque
et qui reprennent un peu fort, qui ont pris 10 kilos, ils ont fait 2 bébés, et ils reprennent 3-4 ans après avec le souvenir de ce qu'ils ont été. Ceux-là, ils sont à risque, on en voit quelques-uns, parce que les gens qui n'ont pas de force, qui n'ont jamais poussé, on n'a jamais trop de problèmes. Voilà. Donc on n'a pas que des gens de très haut niveau qui sont des grands pecs, hein, ça c'est clair et net. Après, c'est vrai, pour la morphologie, je ne me suis jamais posé la question, mais logiquement, effectivement, ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu n'as pas beaucoup d'extension, que tu as des bras courts, tu as moins de bras de levier, ça doit moins tirer. Je pense que ça paraît complètement cohérent que des morphotypes avec des bras courts et des cages thoraciques épaisses et moins de risques que l'autre morphotype. Mais c'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, mais c'est intéressant. C'est quelque chose qui m'interpelle parce que d'un point de vue biomécanique, on a des bras de levier plus courts, une cage thoracique épaisse, des bras courts, donc on a une amplitude plus limitée et des bras de levier plus courts. C'est-à-dire que le muscle est moins étiré. Mais par contre, c'est-à-dire que je suis plus fort. C'est-à-dire que je vais mettre plus de charge. Ouais, ouais, donc l'un dans l'autre. Tu vois, alors que si je suis fin avec des grands bras de levier, je vais pas aimer le développé couché parce que je serai pas fort sur ce mouvement et du coup je vais pas essayer je vais pas être attiré par cette pratique, je vais pas m'investir dedans peut-être parce que je me sens pas bien sur le mouvement. Ouais, ouais, je C'est comprends. pas un mouvement sur lequel j'excelle. Donc même si biomécaniquement parlant, je suis peut-être plus à risque, mais d'un point de vue pratique, vu que je n'ai pas de force sur cet exercice, ben, peut-être qu'au final, j'ai moins de risque de me blesser. Et c'est pour cela que j'aurais aimé avoir ton avis. Mais bon, ça serait peut-être intéressant de voir une petite statistiquement un peu quel Bah, est je le vais, je profil vais, je des. vais, je vais regarder un petit peu. C'est que Ouais, j'ai vraiment pas eu l'idée de regarder ça parce que voilà, moi je suis pas pratiquant, quoi. Je ouais. suis pas pratiquant, et d'ailleurs c'est dommage parce que ça m'apporterait une vision un petit peu différente de temps en temps, je pense. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de parler avec des gens sur ce muscle en particulier, et même pour la rééducation, on en parlera après. La vision des professionnels de la musculation là-dessus est très intéressante versus le peu d'expérience dans le domaine médical qu'on a dessus. Et le peu de connaissances, notamment sur les lésions musculaires dans la rééducation. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et vraiment la connaissance empirique acquise par des dizaines d'années, et pour nous, elle est bonne à prendre, mais elle n'est pas facile à aller chercher parce que c'est vraiment deux mondes qui sont différents. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc je retiens que la population à risque, c'est plutôt une population de sportifs qui a déjà performé dans le passé, qui est un peu déconditionnée et qui reprend un peu trop fort. Je pense. Ok. Très bien, très intéressant, très intéressant. Je suis très content, je suis en train d'apprendre des nouvelles choses. C'est parfait. On va continuer sur cette lancée et on va essayer maintenant de voir un peu quelles sont les différentes classifications de cette blessure. Où est-ce qu'on peut se blesser au grand pectoral? Hop là. Donc la classification des lésions du grand pectoral. Alors là, je vous ai fait une classification qu'on peut voir, qu'on peut imaginer sur une coupe échographique. Alors j'entends bien que personne n'est échographiste à part moi, du moins dans ce qui regarde ici, mais voilà, c'est juste, là vous avez une coupe du grand pectoral. Le jaune, c'est le tendon du grand pectoral. Et vous avez la partie, ça c'est du deltoïde. Vous êtes en coupe voilà, devant, sur votre grand pectoral. Vous avez ici en rouge clair là, le faisceau claviculaire, et vous avez le vrai grand pectoral, c'est celui-là. Donc, Donc ça, c'est une euh, coupe, pardon Renaud, c'est une coupe une dans coupe le plan horizontale. frontal. C'est une coupe horizontale. Vous êtes face, vous avez la sonde qui est horizontale. Vous avez le tendon qui va de là à là, donc de ici à peu près 3 cm. Et vous avez la sonde qui vient ici. Donc ça, c'est la superficie. Là, c'est la profondeur. Là, c'est l'humérus. Et là, c'est le muscle, c'est le sternum. Donc vous êtes en coupe avec la sonde qui est horizontale, qui vous montre les muscles, là, le deltoïde en coupe, le faisceau claviculaire, et ça, c'est la portion sterno-abdominale. Ouais. Donc, vous avez en fait, vous avez deux muscles, le grand pectoral, comme j'essaie de vous expliquer, le faisceau claviculaire avec le tendon deltopectoral, on est toujours en coupe, et là, vous avez le vrai grand pectoral avec son tendon. Vous voyez, donc il faut vraiment imaginer, là, je vous remets les images, ici, vous avez le faisceau claviculaire, le tendon, on est là-dessus, on est en coupe, c'est comme si on tranchait ici. Oui, Et ici, vous êtes tranché ici, vous enlevez le faisceau claviculaire, vous l'oubliez, et vous avez le tendon. oui, Donc oui, du oui. coup, votre tendon du grand pectoral, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'articles, il n'est pas si court que ça. Oui, Parce oui. qu'il est court quand vous ne tenez pas compte, quand vous avez le faisceau claviculaire par-dessus. Là, il va Oui, dire, ah ouais, il est court, il fait un demi centimètre ou un centimètre. Mais
oubliez celui-là, enlevez-le, et vous avez un tendon de 3 cm. 3 cm de long, de là à là, il fait à peu près 3 cm, ça dépend un peu des gens. Il est fin, il fait 2 à 3 mm d'épaisseur, et il est haut en hauteur, ça fait 4 cm, 4 à 5 cm. Donc c'est vraiment une lame haute 3 par 4. de 3 cm et fine. Donc tout ça, c'est le tendon du grand pectoral. Ça, c'est 4 cm. C'est quand même 4 à 5 cm, c'est quand même important. Hein, donc vous avez. Mais c'est très fin. C'est vraiment une lame voilà, très fine. Et ces deux lames qui sont collées, on ne les voit pas, les deux lames dans le tendon. Elles sont collées ici. On les voit avant. Et donc là, vous avez votre tendon qui commence ici. Là, vous avez 3 cm. Donc ça, votre tendon du grand pectoral, votre grand pectoral, il est là. Et ici, vous avez une lame antérieure, une lame postérieure et le fascia profond. Donc, je vous ai donné l'image de la feuille avec les nervures. Ben, imaginez ça. Ça, c'est la tige. Ça, c'est la branche. Ça, c'est la tige. Ça, c'est une nervure, deux nervures et trois nervures. Et en fait, les fibres musculaires vont se rattacher à ces nervures ou à celles-là ou à celles-là. Et donc, quand vous cassez ici, ici ou ici, vous avez cassé tout le tendon. Après, vous pouvez casser. Donc, dans notre classification, vous pouvez avoir des ruptures des deux tendons. On a parlé ou de la totalité du tendon ou des deux tendons comme on en a parlé la dernière fois. Le tendon deltopectoral qui va être rompu ici et le tendon ici. Donc sur les lésions les plus proches de l'humérus, parfois il y a tout qui pète. Celui-là et celui-là. Et donc là, donc ça c'est les ruptures. 10 à 15% des ruptures, vous avez pété le faisceau claviculaire aussi. Et en fait, vous vous retrouvez avec un tendon qui est rompu, rétracté, et tout qui est attaché dessus. Là, je n'ai pas l'image dessus, ici. Donc, il faut vraiment comprendre que la lésion, elle va être ici. Vous avez cassé ça, et vous avez cassé ça. Donc là, vous avez tout rompu. La deuxième lésion, elle va être plus dans le tendon. On dit des lésions intratendineuses, ici. Donc là, on est à 1,5 cm du tendon. Ça, c'est probablement les plus fréquentes. Comprendre que quand vous rompez là, ben, votre faisceau claviculaire, il est toujours attaché. Hein. Il existe toujours, il est toujours là. Donc, vous allez retrouver une rupture de tout ça, et votre faisceau claviculaire qui reste là, qui reste attaché. Et ça, c'est là. Pendant longtemps, il y a beaucoup de classifications qui parlent de lésions partielles là-dessus, et je suis complètement en désaccord avec ça. C'est des lésions complètes du tendon, parce que voilà, faut vraiment imaginer ce tendon qui va de là à là. Donc ça, c'est les ruptures intratendineuses pures. Voilà. Les ruptures peuvent être aussi ici, donc juste jusqu'à là, jusqu'à la fusion des lames. Quand tout fusionne ici, vous pouvez avoir des ruptures ici. Donc pareil, tout va casser, tout va se rétracter. Le faisceau claviculaire, il est intact, il est rupture ici. Donc ces trois ruptures précédentes, celle-là, celle-là ou celle-là, on peut les opérer. On peut les opérer parce qu'en fait, la chirurgie, c'est du bricolage, hein, c'est pas de la magie. Qu'est-ce qu'on attrape? Eh ben, on peut attraper ça ici, on peut attraper le tendon ici, ou on peut attraper le tendon et le réinsérer ici. On ne fait pas de suture tendon-tendon. Hein. On insère, on prend tout et on ramène. On prend tout et on ramène. Plus c'est prêt, plus c'est facile parce qu'il va rester du tendon. Plus c'est dans le muscle, plus c'est compliqué parce qu'il y a moins de tendon. Mais on y arrive. Donc ça, c'est voilà, les trois types de ruptures, soit la rupture distale, soit la rupture intratendineuse, soit la rupture au niveau de la jonction myotendineuse. Très bien. Donc ça, c'est la majorité des ruptures qui sont comme ça. Quand c'est comme ça peut être chirurgical, même c'est chirurgical si on a un bon niveau sportif, une demande fonctionnelle importante. C'est pas chirurgical si on a 60 ans, qu'on n'a pas envie, qu'on ne fait jamais de sport. On est d'accord. Ok, donc dans ces trois cas de figure, que ce soit une lésion du tendon deltopectoral, donc faisceau-claviculaire plus pectoral, ou uniquement le pectoral sans le faisceau claviculaire, dans les trois cas de figure, j'ai quand même une rétraction. Tout le temps. C'est un élastique. Et est-ce que visuellement, quand je vois la rétraction, est-ce que je peux savoir si c'est le claviculaire et le pectoral, ou est-ce que il y a pas, visuellement c'est difficile? On va vraiment simplifier. Le tendon deltopectoral, hein, du faisceau claviculaire, on s'en fout. Okay. D'accord? C'est pas lui. Lui, on va vivre sans. On n'en a rien à faire qu'il soit là, qu'il soit toujours là ou pas là. C'est pas ça qui va changer. Il va juste un peu nous tromper sur l'imagerie. On va dire, tiens, il reste du faisceau claviculaire, donc c'est peut-être une lésion partielle. Mais en fait, sur le plan fonctionnel, il n'est pas très utile. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur ce qu'on répare. Et ce qui est important, c'est le tendon. C'est celui-là, en dessous. Là. Celui-là, il faut le réparer. Donc, effectivement, je vais vous montrer des images après. Oui, il peut y avoir une rétraction. Alors, il y a un petit piège, c'est quand vous êtes sur une lésion aiguë, vous avez un hématome, il y a de l'hématome, ça saigne partout, et on ne voit pas bien la rétraction. 2 mois après, vous voyez très très bien vraiment tous les contours musculaires. Donc, la rétraction, les patients souvent la sentent tout de suite, ils disent putain, il y a un truc qui a cassé, un élastique, clac, ça fait clac.
On le voit, des fois, il y a des vidéos qui sont spectaculaires, où ça pète. Mais si vous venez, même 24 heures après, ça a saigné, il y a un hématome, c'est gonflé partout, les gens ont mal. Du coup, vous pouvez vous faire avoir. C'est pour ça que beaucoup de médecins se font avoir, parce qu'on dit non, c'est pas si grave et tout ça. Parce qu'en fait, en aigu, on peut passer à côté de cette rétraction-là parce qu'elle est difficile. Après, quand vous revenez 3 mois après, vous dites, waouh, ils ont tout raté, c'était évident. Mais clairement, en aigu, vous pouvez passer à côté de cette rétraction. D'accord. Et euh, quand on a une rupture très distale, donc on a vraiment le claviculaire et le grand pec, le Voilà. tendon, voilà, et les deux tendons sont cassés. La chirurgie consiste à réparer les deux, non? On va pas uniquement s'occuper Non, du... non, c'est pas, Non. c'est trop petit là. Ok, Le tendon deltoïdectoral, on n'en tient pas compte. ok. C'est-à-dire que ce qui est bien là-dessus, quand tout est rompu, en fait, tout est rétracté. Le faisceau claviculaire, il reste accolé ici, il reste accolé dessus. Donc, quand vous attrapez le tendon, vous ramenez tout en même temps. Après, vous rattachez pas le faisceau claviculaire, on ne sait pas faire. De toute façon, voilà, spécifiquement, on ne sait pas faire. Hein, on est sur, voilà, et ça n'a aucune utilité. C'est plus de problème qu'autre chose. On ramène tout et normalement, ça fait comme il faut. Et des fois, si le faisceau claviculaire il est un peu abîmé, c'est pas bien grave. Hmm, ok, très bien. Ce qu'on rattache, c'est un peu la même opération, que ce soit Hmm, là ou hmm, là, sauf que plus c'est près du muscle, plus c'est difficile parce que moins il y a de tendons raccrochés. hmm, Je vous hmm. rappelle que il faut voir un muscle comme un steak. Dans un steak, vous avez trois structures. Vous avez la fibre musculaire, du rouge. Vous avez du gras, de la graisse, et vous avez ce qu'on appelle des fois, les gens l'appellent le tendon, des fois Hmm, l'appellent, voilà, des espèces de membranes fibreuses très dures qui sont pas bonnes à manger. C'est ça le tendon qu'on hmm, raccroche. hmm, La seule chose qu'on s'est raccroché chirurgicalement en chirurgie sur les lésions musculaires, c'est ça. C'est cette espèce de fibre qu'il y a dans le muscle qui n'est pas du gras, hein, hmm, c'est une chose différente. Et hmm, ça donne toute la structure, toute la tige. C'est ça hmm, qu'on ramène, c'est ça qui est dur et c'est ça qui peut être réinséré. hmm, Le reste, le muscle, attraper du muscle, ça fait fil à couper le beurre, vous attrapez rien du tout. hmm, C'est impossible. Donc, il faut hmm, vraiment attraper le conjonctif dedans. hmm. Donc, ce qu'on appelle, nous, on appelle ça. Alors, pardon, ça a coupé. Vous appelez ça comment? Nous, on appelle ça le tissu conjonctif. En fait, Oui, le le tissu tissu, conjonctif. grosso modo, dans un muscle, il y a la fibre musculaire et il y a le conjonctif. Le conjonctif, c'est le tissu de soutien, c'est le fascia autour du muscle, c'est le tendon, c'est la tige et la continuité de la tige dans le muscle, c'est les nervures. Bien sûr. Et donc, si j'ai bien compris, quand on a une lésion, quand on a ce tendon qui est coupé en deux, on va jamais raccorder le tendon à la partie du tendon qui reste sur l'os. Non, c'est on prend le tendon au niveau proximal et on va le tirer vers l'os, vers Et l'humérus au on niveau fait distal. exactement, on fait des réinsertions osseuses directes. Alors moi, je ne suis pas chirurgien, hein, c'est-à-dire qu'on va vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, d'essayer de suturer les tendons, ça ne marche pas bien. Hmm, Réparer tendon sur tendon, les tendons, c'est des choses qui ne sont pas très bien vascularisées. Donc les sutures tendon-tendon, on les fait si on est vraiment obligé, mais ça ne marche souvent pas bien et c'est beaucoup moins solide que la réinsertion directe du tendon. Parce qu'en fait, en réinsérant le tendon, il va y avoir une nouvelle innervation, une nouvelle vascularisation, le tendon va vivre. Sur du tendon rompu comme ça, on peut parfois le faire un peu en aigu, en chronique c'est terminé, c'est très difficile, mais c'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup moins résistant. La réinsertion directe, c'est ce qui marche le mieux. Je reviendrai sur ce point quand on reparlera de la réhabilitation. Ça serait intéressant de savoir quel impact sur la récupération Tout à fait. suite à la blessure, ben, en fonction de à quel niveau pardon, la déchirure a eu lieu. Donc là, on a Grosso, vraiment parlé. gros- Oui. ouais, grosso modo, sur le déchirant, en fait, c'est juste un problème technique. Ce qu'il faut savoir, est-ce que ça change vraiment entre celles-là? Je ne sais pas trop, j'ai pas l'impression. Mais quand c'est bien fait, tout va bien. C'est-à-dire que Mm, la réinsertion, elle tient bien. Le muscle, le tendon qu'on a réinséré, ça se détend. Le muscle reprend un peu sa place à peu près correctement. Et voilà, c'est pas une grosse problématique. Là, on est sur 3 cm maximum. Donc, mm, qu'on rattache ça là ou que mm, ça soit là, c'est juste plus facile. Plus c'est près de l'os, plus il y a de tendons, plus c'est facile pour le chirurgien. Mais sur le mm. plan fonctionnel, c'est assez, moi j'ai l'impression que c'est assez kiff-kiff. D'accord. Le Et muscle s'adapte rapidement parce que la distance n'est pas exactement. très grande. Exactement. En fait, souvent après les réinsertions, les tendons, les structures se détendent un petit peu pour revenir un petit peu à la tension normale. Il n'y a pas de surtension, il y a très rarement de surtension en chirurgie, c'est ce que les chirurgiens disent. Mais par contre, il y a de la sous-tension, c'est-à-dire que si vous ne tendez pas assez, ça va continuer à se détendre et ça ne sera pas efficace. La surtension, le corps, il fait ce qu'il faut pour se remettre au niveau. Par contre, quand c'est pas assez tendu, ben, ça ne marche pas. Très intéressant. Et, et pour finir pour mes lésions, donc là on a dit que c'est des lésions tendineuses pures. Mhm. Et si vous continuez, vous pouvez avoir des lésions qui sont plus dans le muscle.
et vous allez rompre une des lames, soit la lame antérieure, soit la lame postérieure, soit les deux, bref. Donc, et là, on est sur des lésions musculaires, entre guillemets, c'est-à-dire que là, vous allez être à 4-5 cm de l'insertion, un peu plus loin, et quand vous avez une des deux lames ou des deux lames, le problème, c'est que vous allez avoir quand même une bonne partie du muscle qui va être rétracté et on va le voir. Il va y avoir un trou dans le muscle les gens vont le voir sur le plan. Et donc ça, c'est les lésions qui nous embêtent le plus parce qu'on n'est pas certain de pouvoir bien les réparer chirurgicalement. On n'est pas certain du fait qu'il faille les opérer. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être on va être mieux après avoir été opéré voilà, que sans opération. Et ça fait partie des lésions musculaires. Voilà, donc très souvent, on parle de lésions tendineuses ou musculaires. Vous voyez qu'on met une frontière entre les deux. Et en fait, c'est un tort parce que c'est une espèce de continuité. C'est juste, c'est au niveau du tendon et vous pouvez tout rattacher, ou après c'est au niveau des bifurcations du tendon, et là ça devient plus compliqué parce que non seulement c'est petit, il faut l'attraper, il faut le ramener, et là par contre, effectivement, quand il y a des ruptures comme ça, si on veut réparer ça, peut-être qu'il faut faire de la suture tendon-tendon. Et là, nous c'est un peu notre réflexion qu'on a en ce moment sur les limites de la chirurgie, à qui la proposer, sur ces lésions de ce type-là, qui peuvent être parfois un peu voilà, elles sont franches, on voit un trou dans le muscle, les gens ils ont une perte de force, et nous on ne sait pas trop mettre où le curseur de la chirurgie. Est-ce qu'il faut essayer de les opérer, ceux-là, et si on les opère, c'est à chaud parce que c'est plus facile, et faire éventuellement une suture tendon-tendon. Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que l'évolution naturelle est plutôt bonne? Et ça, c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est-à-dire que ces lésions musculaires qui font partie un peu de la vie, j'ai l'impression, des professionnels de musculation, on n'a pas encore vraiment de bonne connaissance parce qu'on n'a pas assez de recul dessus pour savoir est-ce qu'il faut tenter de les opérer. On en a quelques-unes comme ça. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire non, mais j'ai pas assez de recul et j'ai pas assez de données d'évolution, comprendre, voilà, savoir comment les gens évoluent, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils récupèrent de la force, pour dire s'il faut les opérer ou non. Moi, en travaillant, je suis tombé sur des vidéos sur Internet avec des culturistes de très haut niveau qui ont eu de toute évidence des lésions musculaires de ce type. Hein. Celle-là, hein, je ne vous parle pas des lésions tendineuses qu'il faut opérer, ça je pense que c'est à peu près certain. Celle-là, c'est des lésions musculaires. Et c'est vrai ils ont l'air d'aller bien. Après, j'ai des patients, je trouve qu'ils ont du mal à récupérer. Et donc, voilà, pour terminer la classification, il y a les lésions du tendon au tout début, au milieu ou à la jonction, puisque là, tout va bien pour nous, dans le sens où on a une option chirurgicale à peu près efficace. C'est pas du 100%, mais c'est plutôt bien. Après, ces lésions, quand elles sont plus hautes, à 4-5 cm de l'insertion, après, quand c'est très loin, 6-7 cm, c'est sûr qu'il ne faut pas les opérer. Mais on a une zone grise comme ça, entre ici et ici, où on va se demander est-ce qu'il faut y aller ou pas, parce qu'il y a un retentissement sur beaucoup de volume musculaire, et parce que pour les avoir vus après, des fois, il y a une perte de force qui est assez nette. Mais voilà, pour l'instant, nous, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut tenter? Parce que c'est pas tout d'aller opérer. Le but, c'est d'être efficace. Moi, je fais des échographies à tous les patients qu'on a opérés derrière, et le but, c'est d'arriver à être efficace. Et des fois, on a des résultats qui sont moyennement satisfaisants. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à opérer pour des bonnes raisons, d'être efficace, que les gens soient contents et que nous aussi, on soit contents d'avoir opéré les bonnes raisons. C'est pas faire une opération pour laisser un trou au gars et qu'il soit pas mieux après qu'avant. Donc voilà, là, c'est des questions où on n'a pas les réponses. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un bon rapport bénéfice-risque ou bénéfice-contrainte, quoi, au final. En particulier pour des gens qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire que des gens qui ont des boulots, qui sont à leur compte, qui ont des boulots un peu physiques. Imaginez qu'une opération de grand pectoral, c'est 3 à 4 mois sans travailler. Compliqué. Donc voilà, on essaie d'avoir quand même de tenir compte de tout pour proposer ce type d'opération qui, encore une fois, voilà, le grand pectoral, c'est pas le tendon d'Achille, c'est pas utile dans un quotidien de sédentaire. Oui, bien sûr, c'est pas un muscle de la posture. On peut très bien vivre sans, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors, juste pour résumer, donc 3 types de blessures macroscopiques, soit blessure au niveau du tendon, et là c'est réparable, c'est chirurgical, soit blessure au niveau de la jonction myotendineuse, comme ce que tu viens de nous expliquer. Et là c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas vraiment s'il faut opérer ou pas.
Ouais, la jonction motoneurineuse, là encore, la jonction motoneurineuse, quand c'est ici, ça va. Ah, ok, En gros, qu'est-ce qu'on appelle la jonction motoneurineuse? C'est ici. Moi, je d'accord. dis, quand c'est désinsertion proximale, au tout début, ok, rupture, ok, juste jonction, ça va. Ok, Après, quand c'est dans le muscle, pas ok, très loin de la jonction, ok, c'est là que ça nous pose problème. ok. Donc quand c'est dans le muscle, mais plutôt vers la jonction, là, on se pose des questions, on ne sait pas si Tout à s'il fait. faut opérer ou pas. Et quand c'est vraiment franchement dans le muscle, là, on n'opère pas. Exactement. Très bien. Parfait. Et d'un point de vue symptomatologie, est-ce qu'il y a des différents symptômes en fonction de ces différentes blessures ou est-ce que c'est vraiment très diffus et c'est difficile aussi de pouvoir deviner quel type de Alors, blessure on a en fonction de nos symptômes? Alors, quand même, faut être assez simple. Grosso modo, les gens ils le savent à peu près. C'est-à-dire que quand il y a la rupture du tendon distal, que ce soit tendon plus tendon grec pectoral, vous embrouillez pas avec ça. Toutes ces trois ruptures, c'est quand même des tableaux spectaculaires. Ça craque, ça saigne, ça fait très mal. Donc, c'est pas du genre j'ai fait ma séance de muscu et j'ai mal derrière, hein. Hmm, Attention, hein. hmm, On est sur des traumatismes importants. On sait exactement quand ça s'est passé. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet qui sont assez spectaculaires. Donc, on n'est pas sur un petit truc, tiens, j'ai une courbature après ma séance, hein. Voilà, il faut mhm, être très clair. mhm, Les lésions musculaires, quand elles sont importantes et proches de la jonction myotendineuse, c'est un petit peu pareil, parfois un peu moins douloureux, parfois, un peu moins spectaculaire, mais c'est quand même un accident majeur. C'est-à-dire que voilà, faut pas commencer à se dire dès qu'on a une petite douleur, je me suis fait mon tendon. Il faut vraiment être basique là-dessus. Il ne faut pas surtout surmédicaliser tout et voilà, se poser trop de questions non plus, parce que souvent, en fait, le ressenti est le bon, c'est-à-dire que ça a pété très fort, ça a bien pété quand même pas très loin, ou bon, j'ai un petit truc, j'ai un petit pet dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire oui, que oui, cliniquement, on est sur des tableaux cliniques qui correspondent à peu près bien à la gravité. Quand ça pète très fort, ça fait mal. Ok. Après, des fois, c'est vrai qu'entre des lésions, on peut avoir un peu de mal à faire la part des choses entre des lésions proximales musculaires et des lésions au niveau de la jonction myotendineuse, où là, même nous en échographie, on va dire, voilà, on va être un peu plus douteux, parce qu'en fait, la grosse différence, si vous voulez, quand vous avez très souvent dans ces lésions musculaires, c'est que vous avez le tendon qui reste en place hmm, avec le plancher du tendon et le muscle, c'est comme s'il était pelé en superficie du muscle. oui, Et par contre, quand vous avez le tendon, tout se rétracte. oui, Donc, on a quand même anatomiquement, on fait vraiment la différence entre la rupture du tendon, c'est ces trois trucs où tout pète, et les lésions musculaires où il y a souvent la partie inférieure qui reste intacte, et donc vous avez un tendon qui est intact en fait. mhm, Le tendon, les 3 premiers centimètres sont intacts, la lésion elle est là, du coup ça nous donne des difficultés derrière, parce que si vous voulez réparer ça, vous n'avez pas assez de structure pour ramener les choses. Donc mécaniquement, vous avez du mal hmm, à ramener les choses. Donc sur les tableaux cliniques, voilà, c'est un développé couché, un dips, vous sentez voilà, avec une sensation vraiment de déchirure, de douleur aiguë, un craquement, une impotence fonctionnelle importante. Très souvent, il y a l'hématome 24 heures après. Très souvent, ce qui est rigolo, c'est que l'hématome, est-ce que j'ai la vidéo? Voilà. Très souvent, il est sur le bras, vous voyez. hmm. Il est Mais on plus dirait un ici que là. biceps là. Ouais, mais c'est un grand pec. Hmm, Le biceps, une des grandes erreurs diagnostiques du grand pec, c'est les médecins aussi qui disent que c'est une rupture du biceps. hmm, C'est assez rare, hein, les ruptures proximales du biceps. On a beaucoup de ruptures au coude. hmm, Ici, chez un gars bien portant, les ruptures de biceps, souvent c'est des coiffes, des vieilles épaules. C'est rarement des jeunes qui font un biceps complet ici. C'est mhm, quasiment impossible. Donc, mhm, les bleus là-dessus, sur un épisode de développé couché, c'est souvent quand même un grand pectoral. hmm, hmm. Donc voilà, très souvent il y a un hématome sur le bras, quasiment tout le temps, et parfois il y a un hématome sur le thorax. C'est pas toujours les deux en fait. Ce qui est rigolo, c'est très souvent il y a le bras quasiment tout le temps, et le thorax pas toujours. Je pense que c'est en fonction des types de lésions, ça on n'a pas encore on regarde ça un petit peu pour comprendre un peu pourquoi il y en a qui saignent dedans. Mais c'est une histoire anatomique, hein. Ça a pété là, très proche, le sang il va venir ici. Si ça a pété plus haut, ça va saigner ici. Mhm. C'est une histoire Mais Mhm. grosso modo, se méfier de ça, hein, l'hématome sur le biceps comme ça, après un développé couché, avoir senti le crack. Euh, voilà. Donc, on a la douleur, le craquement, l'hématome. L'histoire de morphologie, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'encore une fois, on est douloureux, on a des douleurs à l'adduction du bras, à la mise en contrainte, à la mobilisation aussi. Et voilà. Mais en tout cas, encore une fois,
je veux pas voilà. C'est un tableau, c'est un traumatisme majeur. C'est pas un petit truc. Voilà, j'ai senti un petit truc sur mon grand pec. On peut toujours avoir des trucs exceptionnels, mais voilà, la rupture du grand pectoral ou les lésions distales du grand pectoral, c'est des mécanismes importants. Hein. Voilà, ce qu'il faut pas, hein, il faut pas faire systématiquement se dire sur des petites gênes, des douleurs thoraciques. Voilà, moi j'ai jamais vu de rupture du grand pectoral sur une histoire de douleur un peu qui vient progressivement en mode courbature. Hmm, Attention, hein, je mets voilà, l'importance là-dessus pour pas hmm, qu'on fasse n'importe quoi médicalement. Hein. hmm. C'est-à-dire que c'est des ruptures traumatiques majeures. Au niveau du thorax, il peut y avoir d'autres douleurs que les douleurs musculaires. Il y a les poumons, il y a le cœur dessous. Donc attention à ne pas mettre tout sur le dos de douleurs du grand pectoral. Il peut y avoir aussi des courbatures de DOMS quand on fait des grosses séances. Mais la lésion, c'est voilà, un mécanisme important. J'ai eu 2, 3 histoires de douleurs chez 2 femmes, tenniswoman, je me rappelle, avec des douleurs un peu sur une petite lésion musculaire. Mais voilà, grosso modo, c'est quand même voilà, un tableau clinique traumatique important et pas une petite gêne au niveau du grand pec. Hein. Commencez pas à vous inquiéter dès que vous avez une petite gêne dessus. Il n'y a pas de chirurgie là-dessus. On opère quand il y a des gros dégâts anatomiques. C'est très clair. C'est très clair. D'un point de vue clinique, montre-nous un peu à quoi ça ressemble, Renaud, s'il te plaît, pour que les gens puissent avoir une idée. Donc, alors pour la clinique, j'ai quelques vidéos ici. Vous pouvez aussi regarder sur le site le site là dont on vous a donné le lien. Il y a une vidéo qui circule dessus que j'avais présentée en 2018, qui est plus précis sur l'examen clinique des lésions du grand pectoral, en essayant de différencier les ruptures, les lésions du tendon ou du muscle. Donc là, regardez, là, il y a une petite vidéo. Donc ça, c'est une lésion récente où je demande au gars de contracter son grand pectoral. Vous voyez, on voit qu'il se passe un truc. Le muscle, il est ici. On a l'impression, là, je palpe le grand pectoral, donc là, sur l'épaule gauche, je le remets. Donc là, il contracte, son grand pectoral, il vient ici, mais ça vient pas trop, là, comme ça. C'est le muscle qui revient. Parce que normalement, s'il était attaché, le muscle, il ne reviendrait pas. Vu qu'il est plus rattaché au bout, il va revenir. Donc ça, c'est une lésion récente. Comme je vous disais, c'est pas hyper spectaculaire, on va dire. Bon, Oui, c'est vrai ouais, que d'accord. faut avoir Mais l'œil. il faut avoir l'œil. Attendez les prochains. Il y a moins besoin d'œil. Donc ça c'est Ah oui. un plus. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite aide. Ici, là, c'est à l'échographie, j'ai marqué où était le tendon. Le Hmm. tendon, il est ici. Vous voyez ce trait noir, c'est ici. Donc lui, je lui demande de contracter son grand pec de la même façon. Ah ouais. Ouf. Donc là, il faut comprendre que le grand pec, là, il est là. Quand Ouais. il se contracte. Son tendon, en fait, il faut aller le chercher là. Donc Ouais, ouais. normalement, son tendon, il doit aller Ouais, là. ouais, ouais. Donc le chirurgien, il va ouvrir ici. Il va attraper le conjonctif ici, il va le ramener ici. Ouais, ouais. Donc, ce qui se passe, lui, alors, des fois, j'ai toujours du mal, lui, il lui reste son faisceau claviculaire. Je Oui. pense. Vous voyez, Oui, là, oui, on on le voit voit, oui. le relief qui vient ici, et son muscle, son faisceau, il est comme ça. Vous voyez, c'est comme Hmm, ça. C'est hmm. souvent, ça fait un petit S comme ça. Et donc, par contre, le tendon, il faut aller le ramener, et en ramenant ça, il va tout ramener ici. Oui. Donc, on est sur du 5-6 cm de distance, hein, c'est quand même assez loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un muscle très élastique, donc ça revient. Il y a quelques papiers, les Américains, ils décrivent des greffes de tendons là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils font, hein, je vais dire franchement, parce que nous, avec le Dr. Schlo, on travaille, on n'a pas trop besoin, on n'a jamais besoin de greffe parce que ça revient, c'est élastique. Alors le réflexe de la greffe, c'est un réflexe chirurgical d'habitude, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un tendon est rétracté, il ne va pas revenir, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Et on est obligé d'aller chercher un autre tendon pour faire pour faire la jonction. Le grand pectoral, on a cette chance-là qui c'est très élastique, et en plus, le muscle, contrairement à d'autres muscles, ne meurt pas. C'est-à-dire que si vous êtes fait une rupture de grand pectoral il y a 2 ans, bah, des fois on peut le récupérer et le réinsérer, alors qu'il y a d'autres endroits, notamment les ischios, où le muscle subit ce qu'on appelle une involution graisseuse, c'est-à-dire qu'il meurt. Il est plein de graisse, il meurt, il ne sert plus à rien. Donc celui-là, voilà, vous attrapez le morceau et vous le ramenez, je vous remets une petite vidéo. Donc là, c'est un typique. Là, c'est un peu vieilli, c'est il y a 2, 3 mois, vous voyez, parce qu'il a plus de bleu et il a plus trop mal, donc il va contracter. Donc ça, on Là, peut aller chercher et le ramener. là, on voit bien le trou entre le faisceau claviculaire et Alors, vous avez le le faisceau pectoral. claviculaire ici, Ouais, ouais, qui vient, en fait, il vient jusque-là. ouais, ouais. Celui-là, le chirurgien, il va ouvrir. Là, en fait, ce qu'on a, cette espèce de pli, c'est parce que c'est l'enveloppe dans laquelle il y avait le muscle qui est complètement dégonflée, en fait. Hmm, Le muscle est rétracté. Donc, il faut le ramener. Voilà, donc on hmm, voit très bien. hmm. Non, on le voit très bien. Et c'est très intéressant ce que tu nous as dit, c'est-à-dire que
on peut récupérer une blessure du tendon du grand pectoral, même plusieurs mois, voire peut-être aussi 2 ou 3 ans après la blessure. Oui, si la rupture est bien dans le tendon, si ce qu'on a la différence avec, je vous dis, d'autres muscles, c'est que le muscle, il meurt pas. C'est comme s'il était toujours innervé, donc il est toujours, on le voit en échographie, il est noir, alors qu'un muscle mort devient blanc. Et si vous avez un bon chirurgien qui va chercher le bon morceau de conjonctif, le bon morceau de truc dur, que je vous ai expliqué, la structure là qu'on attrape, parce que ça, c'est pas simple non plus, parce que le chirurgien, à chaud, c'est facile d'aller attraper le morceau, parce qu'il n'est pas rétracté. Vous avez un gros hématome, donc vous allez avoir le tendon qui va flotter dans un hématome, et le chirurgien va y aller, c'est assez simple. À froid, c'est autre chose. C'est-à-dire que on va dans la zone, on décolle un petit peu les plans parce que tout s'est recollé derrière. Il y a une espèce de. Souvent, ce qu'on voit, ce qui est assez rigolo, c'est que le tendon rompu il s'est rétracté à 5-6 cm et il y a un nouveau tendon qui se forme dans la zone où il y avait l'ancien tendon, totalement détendu, comme c'est une espèce de pseudo-tendon fibreux qui refait le chemin, qui est sur le trajet. Mais il n'est absolument pas efficace parce qu'il est trop long, en fait. Votre tendon, pour qu'il ait une tension, il doit être court. Ce que je vous ai expliqué, c'est si on n'arrive pas à rétablir la tension, on n'aura pas d'efficacité musculaire. En gros, quand vous venez, vous pouvez venir à 6 mois, 1 an. Si vous arrivez à attraper le bon morceau conjonctif, que la rupture est au bon endroit avec un bon morceau de conjonctif à ramener, que vous avez un chirurgien qui attrape et qui ramène, on a parfois des résultats très satisfaisants, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan fonctionnel. Hein. Voilà, parce que je parle du plan esthétique parce qu'on n'en a pas parlé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai l'impression que ça a plus d'importance qu'on ne le croit pour en avoir. Voilà, que le grand pectoral est assez symbolique chez l'homme en particulier. Et j'ai été surpris de voir l'importance de l'esthétique que ça peut avoir chez certains, presque démesurée. Et parce que nous, voilà, on traite le fonctionnel en tant que médecin, on essaie de traiter le fonctionnel. Moi, je ne suis pas médecin esthétique. Et des fois, je dis, mais écoute, ça ira bien sur le plan fonctionnel, mais les gens, des fois, bloquent un peu sur le côté esthétique. Donc, tout ça pour revenir que, effectivement, à distance, à 2-3 ans, on peut y arriver. Après, il n'y a pas de garantie, attention. Hein, je veux dire, on est sur une chirurgie qui se tente, voilà, moi quand je les vois en fait en échographie, je dis écoute, tu as un bon morceau de tendon, il est à l'endroit habituel, je vais en discuter avec le chirurgien, ça peut se tenter, mais pas de garantie. Après, je vois le chirurgien, il me dit c'est bon, t'as bien, ouais, je l'ai bien attrapé. Des fois, il me dit ah, c'était un peu dur, la qualité n'était pas bonne, ou j'ai eu du mal. Voilà, et des fois, quand on les revoit à 3 mois, ben, ça n'a pas tenu. Mais globalement, c'est possible. C'est possible parce que, encore une fois, il n'y a pas d'involution graisseuse. Le muscle ne meurt pas, donc on peut aller le chercher. D'accord, mais on a quand même plus de chances d'avoir quelque chose de plus propre et que la chirurgie soit positive quand elle est faite plutôt en C'est plus précoce, facile. bien sûr. C'est beaucoup plus Ouais, facile ouais. techniquement. La récupération est bien meilleure parce que le muscle est d'ailleurs parfois spectaculaire. Parfois, ça va trop vite. On en reparlera avec des gens qui vont trop vite. Mais en tout cas, oui, oui, sur la chirurgie propre, sur la bonne rupture, bien comme il faut, voilà, quand on arrive au bon endroit, des fois, c'est spectaculaire avec des gens qui, à 2 mois, vont très bien, hein, qu'il faut freiner complètement parce que sinon, Hmm, ils ne sont pas encore solides, quoi. hmm, oui, oui, je comprends. Très bien. Et là aussi, c'est pareil, ce qu'on voit sur la diapo? Donc là, oui, donc là, la vidéo, c'était pour vous montrer un autre cas, où là, je vais vous montrer vraiment cette espèce de bride axillaire qu'on voit. Vous avez la paroi axillaire antérieure, quand vous l'attrapez, vous avez une espèce de masse musculaire, surtout quand vous avez des grands pecs, des gros pecs, vous avez cette espèce de Oui, masse qui représente la paroi. Bah, ici, là, là, quand vous c'est avez ça. une rupture, vous voyez, Oui, oui, une espèce de bande fibreuse toute fine, vous voyez, oui, 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 et oui. là, ça correspond. Là, je lui demande de contracter. Le muscle qui s'en va, il est là, le grand pec, et vous avez une espèce de Hmm, tissu. hmm. Lui, je ne suis pas sûr qu'il ait un faisceau claviculaire. Je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il est peut-être là, son faisceau claviculaire. Puis vous voyez, il n'y a plus grand-chose, mais il y a une espèce de gaine qui est vide du volume musculaire, en fait. Et ce qu'on voit, voilà, c'est espèce des fois, c'est des crises. La paroi axillaire, au lieu de palper cette espèce de masse, vous palpez une merdouille comme ça. Hmm, Des fois, on décrit de bride. hmm. Ça, c'est une espèce de je sais pas trop ce que c'est en fait. Pour être franc, je l'ai regardé plein de fois. C'est très superficiel, c'est une espèce de continuité entre les fascias, c'est-à-dire les Oui, enveloppes des muscles, c'est ça, oui. et c'est plus une espèce d'enveloppe vide en fait qu'on voit qui va former une espèce de bride, plus qu'une vraie bride. En fait, le terme on dit bride, mais ça veut rien dire. Je pense que c'est l'enveloppe du muscle qui s'est vidée. Hmm, hmm. Oui, 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 tout à fait. Ça ne peut être que ça, dans tous les cas, anatomiquement parlant.
Et des fois, il y a les gens qui ont ça, ils disent, ah, ça me gêne ce truc, j'ai l'impression qu'il y a une tension terrible dessus, Mm. parce qu'effectivement, il y a le grand pec qui tire un peu sur le fascia du bras dessus, à travers ça, quoi. Mm. Et donc là, c'est une dernière sur les lésions. Donc là, voilà, vous allez voir, je dis rien pour l'instant, vous allez regarder ce qui se passe. Ouais, là, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Parce que là, ce que vous êtes en train de toucher, c'est le tendon du grand pectoral. Là, on le voit, il n'est pas. Ou alors, il ne s'est pas Alors, encore rétracté. presque. Là, on est sur une lésion musculaire. On Hmm, est l'ischémion oui, musculaire un peu oui. plus haute. Parce C'est-à-dire que qu'il n'est pas vous avez rétracté, oui. la portion sternale est rétractée. Ça, c'est de la portion sternale. Vous Hmm, voyez, tout ça hmm, là? hmm, Donc cette boule là, là, il me reste le plancher du grand pectoral avec le fascia profond, quelques fibres musculaires et le tendon. Effectivement, le tendon, il est intact. Vous avez le plancher, mais par contre, ce que je vous avais dit, toute la portion sternale supérieure, elle est un peu scalpée, si vous voulez, rétractée. hmm. C'est-à-dire que ça, c'est la portion musculaire ici. Tout ça, vous voyez, elle devrait aller jusque-là. Là, vous vous retrouvez avec un creux axillaire qui est un peu fin quand même, hein. Il n'est pas aussi épais que de l'autre côté, mais ça, c'est des lésions musculaires. C'est celle-là qu'on ne sait pas très bien réparer pour l'instant et qu'on ne sait pas s'il faut opérer en fait. Vous voyez, parce qu'il vous reste un peu le plancher du grand pectoral, mais vous avez une bonne partie de votre volume musculaire qui est rétracté. Donc vous allez avoir une efficacité, une force musculaire beaucoup limitée. Oui, Tu vois la différence là? oui, on le voit bien, oui. On voit bien. Donc tu vois, là, il se contracte et Hmm, c'est intéressant. Voilà, là, on voit vraiment le muscle ici. Vous oui, voyez? oui, oui. Là, on voit Lui, il a bien son faisceau le. claviculaire. Il a son faisceau claviculaire qui est intact. Hmm, Il a le fascia profond qui est hmm, intact. Avec hmm, quelles fibres profondes? C'est les fibres les plus abdominales. hmm, Et vous avez toute la portion sternale. hmm, Je pense sternale super inférieure, donc deux lames hmm, qui sont rompues. hmm, Et donc là, la question, c'est opérer ici, attraper ça et peut-être en aigu faire une suture tendon-tendon. hmm, Mais on se pose des questions là-dessus, sur celle-là. hmm, Et pas si, je sais pas s'il faut le faire. hmm. Voilà, encore une fois. C'est marrant parce que visuellement, ça a l'air moins impressionnant et on se dit peut-être que c'est moins grave et que ça va être plus facile à C'est moins réparer. grave, non, Mais en non, fait, c'est c'est moins l'inverse. grave. Oui, En fait, c'est moins grave ok, si on prend, mais par contre, c'est plus difficile à réparer. ok. Voilà. Après, il vaut mieux avoir ça qu'une totale. Le problème, c'est celle-là, moi, je vais le voir en aigu, je vais dire que je t'opère pas. On va voir, et peut-être que 6 mois après, il va me dire je suis pas bien. Hmm, Alors que s'il avait bien rompu comme il faut, on aurait tout rattaché et peut-être qu'il ira mieux, effectivement. hmm, C'est-à-dire que hmm, la lésion est moins grave, mais un peu plus proximale, hmm, un peu plus haute. Mais on a une option chirurgicale, alors que dans hmm, l'autre cas, on n'a pas de, alors, du moins, non, on n'a pas d'option chirurgicale. En gros, la lésion est moins grave, mais un peu plus haute, mais on n'a pas d'option chirurgicale, alors que quand c'est plus grave, au moins on y va. hmm. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout cassé, on y va, et là, il reste une partie, et techniquement, c'est difficile parce que la lésion elle est plus haute dans le tendon. Ce que je disais, c'est que vous allez attraper ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de conjonctifs, Hmm, et donc il faudrait faire quasiment une suture tendon-tendon hmm. dessus. Et je me pose une question. Alors, je connais rien en chirurgie. Tu vas pouvoir te moquer de moi si je raconte des bêtises. Mais est-ce que si j'immobilise le bras et si j'utilise une tension mécanique, genre du strapping ou quelque chose pour bien aplatir le muscle et de le rapprocher de ce tendon en immobilisant le bras en adduction, est-ce que j'augmente pas les chances de cicatrisation? Sur les lésions musculaires, peut-être. Hmm. Sur les lésions tendineuses, non. C'est un élastique, hein, le tendon, Oui, donc oui. on est bien regardé, Dans c'est-à-dire ce que cas quand de ça figure. pète, dans ce cas de Hmm, figure, la question, c'est les ruptures complètes, moi je les laisse bouger, je m'en fous, je leur mets pas d'attelle. hmm, C'est là, effectivement, c'est une bonne question. hmm, C'est-à-dire que, mais après, ce débat-là de rupture et de rétraction, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux limiter la rétraction pour que ça cicatrise en position courte. On est d'accord? hmm, Ton raisonnement, c'est celui-là. On l'a eu sur beaucoup de lésions du membre inférieur, sur les mollets et tout ça, et on s'est aperçu que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que sur ces lésions musculaires à conjonctif, soit on les opère, soit on est très fonctionnel dessus, on tire dessus très fonctionnel, parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, ça ne va pas se recoller, et au contraire, on va ralentir la rééducation. Et voilà. Donc ça, on a beaucoup cette expérience sur les membres inférieurs, sur les mollets, sur les ischios. Sur les grands pecs, on l'a pas. Donc le raisonnement de dire tiens, toi t'as ça, je te mets une attelle, coude au corps, tu bouges surtout pas, tu bouges surtout pas et ça va se recoller. On aurait envie de l'avoir, mais vu que ça n'a pas marché ailleurs, je hmm. ne sais pas. Oui, Mais oui. effectivement, cela leur dire mets une attelle 15 jours, on essaie de faire un petit quelque chose, ok.
Le problème est que si on est trop dans l'espèce d'immobilisation, je ne suis pas sûr qu'on soit. Voilà, on sait que les lésions musculaires, il faut remettre de la contrainte pour cicatriser la lésion musculaire rapidement. C'est des dogmes qu'on a beaucoup et c'est ce qu'on fait partout. Donc là-dessus. Quand c'est le tendon, c'est pas possible parce qu'il y a trop de gap. C'est-à-dire le tendon, il vient se mettre à 4-5 cm, à 2-3 cm. Tu vas refaire un tendon, hein, le corps est bien fait, il refait un tendon, mais 2-3 cm, c'est trop pour lui. Ouais. Donc on s'aperçoit que tu as ce qu'on dit des espèces de pseudo-tendons qui se forment, mais pas du tout efficaces. Il faut que tu aies une tension. La chirurgie, c'est surtout remettre la tension sur ton tendon. Ok, oui, tout à fait. D'accord. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure comme ça? D'autres vidéos? Non, là, les vidéos, on a fini pour les vidéos. Alors, si vous voulez avoir d'autres vidéos, je vous incite à aller voir sur le site. Il y a une présentation où j'ai pas mal de photos de cas comme ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir le côté contraction parce qu'on arrive à imaginer le muscle comme il est. Et, c'est important. Ouais, là, ça se voit bien dans les 3 vidéos qu'on a vues. C'est frappant. Donc, l'examen est surtout clinique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire de l'imagerie derrière? Alors là, complètement. C'est-à-dire que l'examen clinique, je vous dis, ces vidéos, c'est spectaculaire quand c'est vieilli, quoi, 2-3 mois. Sauf qu'à 2-3 mois, dans le raisonnement, on va dire, c'est un peu tard pour opérer. Donc, on avait dit que c'est mieux d'opérer tôt, mais on peut opérer tard. Donc, on pourrait, si on était en 1950, dire on attend de voir ce que ça donne et puis on verra. Pourquoi pas. Après, c'est compliqué en 2025 de dire on ne fait pas d'examen. Même moi qui ai vu beaucoup de lésions du grand pectoral, je dois avouer que je me fais régulièrement avoir par la gravité des lésions quand je les vois cliniquement. Je vois les patients, je fais toujours une échographie après, mais j'examine d'abord. Et j'essaie de me faire une idée, toi, tu as ça, toi, tu as ça, toi, tu as ça. Et j'y arrive pas, je me trompe régulièrement. C'est-à-dire que évaluer la gravité sur un examen clinique, surtout en aigu, même en chronique des fois, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que faire la différence entre les lésions du tendon qu'on m'a dit proximal et des lésions dans le muscle, je me fais avoir régulièrement. Donc oui, on a besoin d'examens complémentaires. Alors, il y a 2 examens complémentaires qu'on peut faire, l'échographie ou l'IRM. Alors l'IRM, il faut faire attention parce que si vous faites une IRM standard, on vous fait une IRM de coiffe, des tendons de la coiffe, parce que c'est l'habitude, c'est 90% de la pathologie de l'épaule, c'est la coiffe ou les luxations. Et du coup, on ne descend pas assez bas. Donc les coupes, souvent. Donc si vous allez faire un IRM, qui est une suspicion de grand pectoral, il faut préciser, parce qu'il faut descendre les coupes un peu plus bas. Donc très souvent, vous vous retrouvez avec une IRM normale, et vous dites, mais je ne comprends pas, IRM est normale, il n'a pas regardé, déjà les coupes ne descendent pas assez bas. Donc déjà, il y a cette problématique-là pour l'IRM. L'IRM, ce n'est pas un examen dynamique, donc vous ne pouvez pas faire ce côté contraction qu'on fait en échographie. Je fais la même chose que je fais là sur les schémas en échographie, on voit très bien les tendons. Donc en théorie, voilà, l'IRM c'est toujours considéré comme ce qu'on appelle le gold standard des examens. Sauf que moi je suis pas radiologue, hein, je fais de l'échographie et je pense que je suis meilleur en échographie que, du moins, je pense qu'un bon échographiste qui a l'habitude, qui connaît cette pathologie est plus performant qu'en IRM. Et ça n'engage que moi. Les radiologues, ils diraient non, et si tu fais les bonnes coupes, peut-être. Mais bon, moi ça ne me gêne pas. Bon, voilà. Pour moi, l'IRM, l'échographie, ça me suffit amplement. C'est pour ça que moi, je travaille toujours avec un échographe, donc je ne vois jamais de patience. Donc, mon diagnostic, il est fait. Les chirurgiens avec qui je travaille, ils me font confiance sur l'échographie, donc ils ne me demandent pas une IRM parce qu'ils ont un peu l'habitude voilà, quand on arrive bien à voir les 2 morceaux de ligament, les 2 moignons, et c'est un examen exceptionnel si on a un peu l'habitude de le faire. D'accord, très bien. Donc toujours un examen d'imagerie médicale en plus de la moi, clinique. toujours. Okay. Toujours. Et centré sur le grand pectoral. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une IRM d'épaule, IRM d'épaule, il va s'arrêter là, il ne va pas descendre assez bas, on va dire tiens, il n'y a rien sur ton épaule. Ce ne sera pas le premier, hein, un paquet comme ça. IRM, arthroscanner, pareil. Il faut avoir. Voilà, en médecine, ne faites pas une IRM pour faire une IRM. Vous voyez un médecin qui a une hypothèse diagnostique et derrière, il essaie de confirmer avec ça en faisant un examen complémentaire le plus performant possible. Après, des fois, ce n'est pas toujours le cas, on part un peu à la pêche, on fait une IRM parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est là où on va rater, parce que l'IRM standard, elle ne va pas aller la chercher. L'échographie, voilà, il faut prendre un peu le temps, il faut un échographiste qui a un petit peu l'habitude de ce muscle, qui prenne un peu le temps de le faire, qui aime ça. Voilà. Ok, oui, il faut savoir
ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher, et avoir l'habitude aussi de travailler sur cette zone. Comme tu l'as Tout dit, à hein, fait. c'est pas une zone qui est facile, et c'est une zone qui est peu documentée, d'après ce que j'ai compris. Donc, Tout automatiquement, à ça, fait. Et ça en fait, augmente si la vous voulez, difficulté. quand tu fais une échographie d'épaule, tu fais toujours les mêmes coupes, un peu au-dessus du grand pec. Mm, mm. Et très souvent, tu peux très bien faire une échographie d'épaule sans aller voir le grand pec. Ouais, tu loupes le point d'intérêt. Ok. Exactement. Et très bien. Donc, on a parlé un peu de la chirurgie. Maintenant, donc, quel stade de blessure requiert une chirurgie? Maintenant, qu'en est-il du retour à l'activité et de la réhabilitation? Comment ça se passe? Est-ce que, donc, d'après ce que j'ai compris, ça reste quand même incertain, l'efficacité de la chirurgie, ce n'est pas 100% réparable? Alors encore une fois, tout dépend du type de lésion. Donc, les lésions purement tendineuses, les trois quarts, avulsion distale, intratendineuse ou vraiment jonction myotendineuse, si prises rapidement, bien opérées par un chirurgien qui a l'habitude, j'insiste un peu là-dessus, euh, honnêtement, ça se passe bien. Ok, Ça se passe bien parce que c'est une chirurgie qui est superficielle. On ne va pas dans l'articulation, c'est pas comme une butée d'épaule ou un brancard arthroscopique où les gars ils s'enraidissent beaucoup, on s'enraidit peu. Et donc très souvent, on a des cas avec des gens qui vont très bien très vite, trop vite. Honnêtement, la rééducation est assez simple. Grosso modo, après une opération, vous avez 4 à 6 semaines avec un usurier coude au corps. Vous faites juste un petit peu de travail de mobilité du coude, du poignet, et de la mobilité passive un petit peu au niveau de l'épaule de façon très progressive, pas d'actif, c'est un peu la base. Après 6 semaines, vous commencez à l'actif avec des mobilités actives sans résistance, vous bougez tranquillement, puis après vous rajoutez avant vous avez fait un peu d'isométrique de coiffe, et après vous rajoutez du travail musculaire pour avoir une mobilité d'épaule normale à 3 mois, et à 3 mois, vous commencez à renforcer de façon spécifique. Donc grosso modo, à 4 mois, on commence à être pas mal. Souvent, à 6 semaines, voilà, le timing, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que 4 à 6 semaines, épaule, coude au corps, jusqu'à 3 mois, toutes les mobilités, et on se fait à peu près de l'épaule normalement, et après, on fait le renfort. Donc, on a parfois des gens qui, moi j'en ai vu, 2 mois, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, mhm, parce qu'ils se sentent bien, parce que voilà, des fois, on a vraiment des chirurgies qui sont extra-articulaires, donc il n'y a pas d'enraidissement, les gens récupèrent bien, ils sont pressés, et voilà, ça, moi je les freine. Je dis avant 3 mois, attention, mhm. attention, j'ai vu quelques cas Ça répète de derrière. rechute, ouais, ça Mhm. repète derrière ou ça repète ailleurs, et donc derrière on est embêté parce que voilà, on va attendre tout ça. Donc je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage pour garder 15 jours en mois, mais après il y a toujours des gens qui sont pressés. On essaie de freiner les gens plus qu'autre chose au début. Surtout voilà, les lésions qu'on a vues tôt, qu'on a opérées bien, qui vont bien, qui sont bien franches. Des fois c'est spectaculaire, l'évolution, ils vont très très bien. D'accord, donc là, il y a des bonnes Euh, chances que la chirurgie fonctionne. oui, sur des ruptures tendineuses, oui. Honnêtement, moi, je trouve que des fois, vous savez, nous, on fait opérer des choses. Des fois, très rapidement, on dit, tiens, je suis pas convaincu par ce que je fais là. On me dit de le faire, mais je suis pas convaincu. Moi, voilà, le grand pec, je suis convaincu, pas parce que je connais, parce que je veux, c'est avoir des résultats et comprendre pourquoi on opère les gens ou pas. Donc, nous, on a un mode de fonctionnement un peu différent chez nous au centre là. C'est-à-dire que grosso modo, d'habitude, vous envoyez chez un chirurgien, c'est le chirurgien qui dit s'il opère ou pas. Mhm. Nous, on a essayé de. Moi, c'est un peu moi qui oriente le truc, en disant, écoute, par rapport à cette lésion, à ce qu'on sait, je pense que c'est jouable. Mhm. Donc, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'on a une espèce de raisonnement anatomique, logique, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on va pas assez loin, peut-être qu'on va trop loin des fois, hein, c'est toujours mettre le curseur, parce que des fois, il y a des gens à qui je dis non, je pense qu'il faut pas, ça marchera pas, et puis 3 mois après, ils me disent que je vais pas bien, est-ce qu'il faut tenter ou pas? C'est la discussion qu'on a eue par rapport à ces lésions musculaires, s'ils sont, voilà, pour l'instant. Mais en tout cas, on essaie de comprendre pourquoi ceux qu'on opère pas. Ceux qu'on opère qui vont bien, on est content, ça va bien. Ceux qu'on opère qui vont pas bien, on essaie de comprendre pourquoi. Qu'on a raté l'opération? Est-ce que l'indication n'était pas bonne? Est-ce que j'ai pas compris ce qui s'est. Voilà, tout peut se passer pour essayer voilà, d'avancer. Voilà. Mais ça prend du temps voilà. Donc la rééducation, pour revenir, on est sur du 6 semaines mobilité, 3 mois à peu près quotidien, et après entre 3, voilà. Après, avant de faire des choses un peu avec beaucoup de contraintes, pas avant 4 mois, et on va entre 4 et 6 mois
pour pousser fort, grosso modo. C'est à peu près le timing. Et souvent, ça va. Il y a des gens qui vont un peu plus vite, voire un peu trop vite. Mm. Mais voilà, sur des lésions aiguës, ça marche bien. Sur des lésions chroniques, ils mettent un peu plus de temps à récupérer parfois, mais franchement, c'est pas tant différent que ça. Tout dépend de la qualité de ce qu'on a fait chirurgicalement. C'est-à-dire que est-ce que l'indication était bonne, est-ce qu'on a réussi? Je ne parle pas de réussir un geste technique. Alors quand vous regardez la télé, tous les gens ont été opérés avec succès. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous avez remarqué, c'est toujours des succès. Pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les chirurgiens, ils savent. Des fois, voilà, là j'avais un bon truc, je l'ai bien attrapé, je l'ai bien remis, je suis content. C'était un peu dur. Et voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et des fois, il y a des trucs qu'on remet qui ne tiennent pas parce que peut-être la qualité n'était pas bonne. On a parlé des stéroïdes la dernière fois. Effectivement, les tendons des gens et les muscles des tendons des gens qui prennent des stéroïdes, des fois, ils sont un peu de mauvaise qualité. Les chirurgiens vous disent c'est bizarre, c'est pas pareil. Donc, ça doit tenir moins bien d'une façon ou d'une autre. Donc, des fois, on a des échecs. On a des quelque échecs. Chose qui est... Dans le domaine de la musculation, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, enfin, qui devrait être bien connu des utilisateurs des anabolisants. Ils savent que c'est toxique pour les tissus conjonctifs. Donc ça abîme la structure du tissu conjonctif. Et donc, je ne sais pas si ça abîme la structure ou si en fait vous avez un déséquilibre entre la prise de masse musculaire vis-à-vis de le tissu conjonctif. Les deux, il faut une certaine quantité de tissu conjonctif pour faire face à la masse musculaire. Et vous ne pouvez pas prendre beaucoup de tissu conjonctif en silence. C'est un peu l'histoire. Je pense que, voilà, et probablement dans la problématique des stéroïdes, il y a la qualité musculaire, faire trop de muscles. Il y a le côté psychologique aussi, à mon avis, qui joue, hein, sur le côté un peu poussé, le côté testostérone, où je pense qu'on va beaucoup plus loin qu'on sent. On ne sent pas la fatigue aussi. Donc il y a plein d'éléments qui favorisent les ruptures. Pas qu'au niveau du grand pectoral, d'ailleurs aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, c'est. Mais les chirurgiens le disent. C'est-à-dire que pour le dire, muscle, il a un muscle de stéroïdes. Non mais. D'accord. Ils le sentent. Ok. Donc effectivement, ça dépend bien du geste technique. Donc si la coupe est au niveau tendineuse et que techniquement parlant, le chirurgien arrive à faire un bon travail parce que les structures sont saines. Là, on a une récupération qui est quasi 100% et on retrouve un pectoral fonctionnel et on peut reprendre. Une opération rapide, oui. Ouais, ok. Et dans l'autre cas de figure, là, on a une lésion qui est plutôt musculaire au niveau des lames. Là, ça peut être un peu plus compliqué, d'après ce que j'ai compris. Nous, les lames, pour l'instant, on ne les opère pas. Après, vous savez, j'ai encore... On sait pas mal de choses, mais on se pose pas mal de questions. Et après, on va me dire, ils font quoi les autres? J'entends cette question, elle est bonne cette question, sauf que il faut qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire que nous, dans le travail de description anatomique, dans la description on a fait un article d'échographie et on a un projet de faire une classification, on parle des lésions, on essaie de décrire les lésions de façon précise. Telle lésion, telle lésion, telle lésion. Et on ne parle pas la même chose, du moins quand vous regardez la littérature, les autres articles, personne ne parle des mêmes lésions. Donc du coup, on va dire, ouais, moi j'ai fait une lésion musculaire, je lui ai fait ça, il va bien. Je dis, mais quelle lésion, elle était comment, à combien de centimètres? Parce que moi j'ai besoin de savoir, elle était comment celle-là? Si tu vas bien, je veux bien te croire. Mais pour l'instant, moi, nous dans ce qu'on fait, voilà, on essaie d'avoir vraiment une lésion, une précision sur la lésion qu'on a opérée, comment elles vont, pour dire derrière. Et sur ces lésions des lames intramusculaires, je sais qu'il y a des sutures tendons qui sont faites. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Alors peut-être que dans 3 ans, je dirais, bah, on en a fait 10, ça marche, ou on en a fait 10, ça marche jamais. Donc je m'arrête de les faire. De les faire, c'est pas moi qui les fais encore une fois. Hein. On est dans une équipe. Moi, je suis voilà, je reçois les patients, je fais le diagnostic, et après derrière, je discute avec le chirurgien. Avec qui je travaille, et puis on dit on y va pas. Et avec le patient, bien sûr, hein, toujours avec le patient. Bien sûr. Bon, ben, c'est très intéressant tout ça. Personnellement, pour moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre cette blessure. Ça m'a aussi remis à jour ma connaissance de l'anatomie du grand pectoral, surtout concernant les fameux 2 muscles, le muscle claviculaire et le muscle pectoral. Donc, moi, j'étais toujours sur la vision standard, hein, d'accord. Regardez les statues grecques, regardez les gens qui ont fait les dessins anatomiques. Et à chaque fois, moi, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois très bien dans les dessins anatomiques avec ce faisceau claviculaire, il est représenté d'une façon où il ne peut pas s'insérer comme on pense qu'il pouvait s'insérer. C'est-à-dire que ce qu'on décrit,
si vous regardez les sculptures, les trucs de Vinci, ce que vous voulez, vous dites, ah ouais, ouais, bah, ça ressemble à ce qu'on décrit. Parce que moi, ce qui me surprend toujours, c'est ça, c'est-à-dire que ça paraît surprenant, mais en fait, vous voyez, regardez les vidéos, regardez les photos, regardez les statues, et vous dites, ah ouais, ce faisceau claviculaire, il est vraiment oblique, il descend plus bas. Et effectivement, pourquoi il ne serait pas du deltoïde et ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne parce qu'il n'y a que ça qui peut expliquer la façon dont se trouvent les lésions. Et puis, honnêtement, en échographie, vous le voyez. Hein, là, on présente un article d'échographie dans d'autres revues. C'est pas toujours facile de faire accepter des nouveautés. Hein. C'est un peu une bataille pour nous aussi. Quand vous rajoutez une virgule sur ce qui a été écrit, c'est facile. Aller un peu à l'encontre de ce qui a été écrit par les autres, faut s'accrocher. Hein. Bien sûr. Et donc, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Pour ceux qui font de l'échographie, s'il y a des médecins qui regardent, regardez bien le faisceau claviculaire, vous verrez qu'il descend plus bas. Tout à fait. On est en train de faire cette vidéo justement dans ce but, hein, d'essayer de rendre l'information accessible et disponible pour tous ceux qui ont envie de s'informer et de se mettre à jour. Que ce soit dans ton domaine ou dans le mien, il y a beaucoup de gens qui restent sur leur acquis. Je pense que ce qu'on est en train de faire ici sur cette chaîne et le but de ce podcast, c'est aussi de mettre cette information à disposition des gens qui ont envie de mettre à jour leurs connaissances et qui sont curieux, comme tu dis. Celui qui est curieux, bah, il va apprendre facilement. Et ouais, j'espère que tu pourras mieux communiquer, plus communiquer d'un point de vue scientifique, mais courage, parce que je sais aussi que publier un article n'est pas facile. Se faire reviewer et ouais, ça aussi, c'est un autre combat. Bon, on a fait le plus dur, je crois. C'est pas gagné, mais on a fait le plus dur, effectivement. Donc, ben, merci beaucoup, encore une fois, Renaud, pour le temps Plaisir, que tu as merci à pris. toi pour l'invitation. On arrive à la fin de ce podcast. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, je pense que Renaud, il se ferait un plaisir de vous répondre. Laissez-les dans les commentaires. Laissez-les dans les commentaires de cette vidéo. On pourra. Est-ce que tu veux mettre aussi cette vidéo sur le site Grand Pectoral? Oui, s'il vous plaît. Donc, cette vidéo sera aussi disponible sur le site. Donc, je rappelle, grand-du-6pectoral.fr. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de questions. Sur ce, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à, je pense que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Donc, ouais, ça a duré un peu plus que prévu. Merci à toi. Ouais, ben, c'est sûr, c'est un sujet qui est passionnant. Et puis, on a parlé quand même de beaucoup de choses. On a repris les bases, l'anatomie. C'est la base, c'est les fondamentaux. Si on ne comprend pas l'anatomie, on ne peut pas comprendre de quoi on parle et on ne peut pas justifier nos actes et puis les décisions qu'on prend. Donc, moi, je suis content de ce podcast, de cet échange avec toi. Merci beaucoup encore une fois. Et merci beaucoup à toi pour ta curiosité et ta disponibilité. C'était vraiment très, très intéressant pour moi aussi. Et encore une fois, j'insiste sur le besoin d'informations de votre part, c'est-à-dire des professionnels de musculation, notamment sur ce muscle, où pour moi, il faut rester très, 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 très ouvert là-dessus. Et moi, j'ai discuté avec pas mal de gens où moi, c'est intéressant de comprendre ce qui est fait. Et j'en ai discuté, voilà, notamment le côté empirisme du traitement de ces lésions musculaires, où j'avais l'impression que c'est des choses que vous connaissez quand même et que vous ne traitez pas si mal, en fait, même plutôt bien. Ce que vous faites, c'est plutôt correct. Et avec une vision un peu voilà, intéressante, mais c'est intéressant d'échanger là-dessus de façon un peu, voilà, votre ressenti, parce que nous, voilà, le ressenti sur ces lésions musculaires, moi je reviens sur ces lésions musculaires, où mettre le curseur de la chirurgie, si on n'a pas le retour, votre retour, c'est-à-dire que moi, ces lésions, ça me gêne, j'y arrive pas, on n'essaiera pas. Si je vois 10 personnes avec ces lésions, il y a un moment, on va dire, allez, chirurgien, vas-y, essaye, fais quelque chose. Mais pour l'instant, le curseur, on le met au niveau des lésions tendineuses. Peut-être qu'on le mettra un peu plus loin, mais là, j'ai encore, voilà, on ne sait pas où mettre le curseur, et ça, on a besoin de cette communication là-dessus pour comprendre où on va. On est en train d'essayer de développer des techniques d'évaluation de la force, hein, avec les kinés pour développer ça, pour vraiment avoir une vision un peu centrale entre la prise en charge, la rééducation, ce qu'on peut espérer avec ces lésions musculaires pour continuer à progresser sur le sujet. Tout à fait. Donc, on va rester en contact pour mettre à jour les connaissances au fur et à mesure que le domaine au fur et à mesure que la connaissance avance dans ce domaine. Donc, nous, bien sûr, dans notre domaine, au sein même de la pratique de la musculation, le grand pectoral est un muscle indispensable.
Donc, il y a pas de, on peut pas continuer à performer, à faire du développé couché ou du street lifting sans avoir ce muscle, hein, c'est juste pas possible. Et quand tu m'as parlé un peu du faisceau claviculaire, en me disant que peut-être que le chirurgien ne va pas s'embêter à aller essayer de remettre ce petit tendon au niveau du deltoïde, ça me pose, moi personnellement, ça me pose une vraie question vis-à-vis de la fonctionnalité après la chirurgie. Est-ce que on perd quand même un peu de force au niveau des fonctions du deltoïde antérieur, au niveau de la flexion de l'épaule? Je n'ai pas vraiment de... Je, Ouais. je pense que ce qu'on voit, nous, voilà, en médecine du sport, c'est que le corps s'adapte à beaucoup de choses. Mm, Donc, les petites choses, on arrive à compenser. On le voit même sur un ligament croisé. Vous savez, quand vous faites un DIDT, une mm, opération de ligament croisé, on vous prend un trombone d'un ischio. Donc, au lieu d'avoir trois ischios, vous en avez deux. mm. Et les gens reprennent le foot de haut niveau. On dit, ah, ça me gêne parce qu'il manque un ischio. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas compenser, des choses qu'on peut compenser. Donc, voilà, le faisceau claviculaire, c'est à peu près 15 à 20% du volume du grand pec. Si vous avez 70-80%, ça ira. Vous allez compenser, faire du muscle ailleurs, il va se rattacher ailleurs, vous allez compenser. Il faut faire confiance au corps pour être. Voilà, il fait le boulot dans la majorité des cas. Après, il a besoin d'un coup de pouce parfois. Mais on ne peut pas être parfait sur les réparations, sinon c'est là où voilà, mieux est l'ennemi du bien. Donc la chirurgie, c'est la chirurgie du sportif, souvent c'est ça, c'est-à-dire que voilà. Et le corps nous aide bien parce qu'il récupère bien dans la majorité des cas. Donc après, voilà. Un faisceau claviculaire, on ne peut pas faire l'anatomie identique. Même quand vous allez réinsérer, peut-être le tournon il va être un peu moins haut, un peu plus bas, voilà, un peu placé différemment, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais ce qui est magnifique, c'est que voilà, on a quand même un gros potentiel voilà, d'évolution, de cicatrisation. Et donc, on fait au mieux, on ne peut pas être parfait. Et le but, c'est d'être satisfait après, même si c'est pas toujours parfait. Tout à fait. Donc, tu l'as très bien dit, le corps, c'est une machine extraordinaire d'adaptation. On est spécialisé en adaptation, donc bien sûr, le corps s'adapte et il trouve toujours un moyen pour rester fonctionnel. Très intéressant tout ça. Merci encore. Cette fois-ci, c'est la Merci. vraie fin du podcast. Donc, je vous remercie de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Encore une fois, commentaire, pouce bleu pour nous aider à faire connaître cette vidéo, pour qu'elle monte dans les recommandations sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous.